À date, vous avez investi dans combien de startups depuis que tu es arrivé? Presque 1000, je pense. L'investissement, tu vois, c'est comme le casino et c'est comme le trading, quoi. En fait, à un moment donné, tes émotions rentrent en jeu, ça va te faire faire des conneries et ça va te faire faire des bonnes choses, quoi. On savait que Oussama était un très bon orateur, on savait pas à quel point, on n'avait pas encore créé Coup d'État. C'était une énorme colloque dont l'objectif, c'était de mettre la gouache aux entrepreneurs pour qu'ils fassent des trucs super ambitieux, quoi. En fait, putain, le risque, ce n'est qu'une information. Tu sais quoi? Tu passes ta vie à te planter et à rebondir. Dans 95% du temps, il y a un moyen simple, rapide et économique de faire quelque chose. Je pense que c'est quand tu crois que tu as gagné que tu commences à perdre, quoi. Plus tu es en position de force, plus tu as de pouvoir, plus il faut être généreux. Tu vois, Xavier, c'est un modèle du genre. Pour les entrepreneurs qui nous regardent et qui vont à un moment lever des fonds, toi, c'est quoi les red flags, les trucs où vraiment c'est mort, quoi? Waouh, alors ça, j'étais pas prêt. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Makers, un épisode un petit peu particulier aujourd'hui parce que c'est pas un entrepreneur que je reçois, mais un investisseur et pas n'importe lequel. Jean de la Roche-Brochard, salut Jean, comment Salut. tu vas? J'ai eu à faire 10 minutes de bagnole pour venir te voir, c'était pratique. Super, ouais, c'est vrai qu'on est à Aix, donc c'était un Ouais. petit peu mon premier point, tu vois, c'était savoir, toi t'es né à Paris, t'as grandi en Île-de-France, pourquoi t'es venu t'installer à Aix, qu'est-ce qui t'a amené un peu dans le sud? Écoute, je suis un produit du Covid, tu vois. Moi, j'ai été élevé à Paris toute ma vie, j'ai vécu à Paris. Je pensais que Paris, j'y habiterais jusqu'à, je dis pas jusqu'à ma mort, mais tu vois, pendant très longtemps. Et puis avec le Covid, on voulait pas rester avec 3 enfants en bas âge, tu vois, enfermés dans un appartement Ouais, avec les parcs fermés. Du coup, on est parti très vite. On a loué un Airbnb, on est parti avec ma femme et les enfants dans le sud de la France, à Châteauneuf-Grasse. ok. Où à l'époque je faisais un petit podcast tous les jours qui s'appelait Radio Château. Où pendant 1 heure, j'animais une petite émission et tout, c'était marrant. En fait, au bout de quelques mois, on s'est dit que c'était un. Enfin, pas Châteauneuf-Grasse, c'était pas pratique, mais que Aix-en-Provence, c'était cool parce que tu avais de la lumière et du soleil tout le temps. Tu as 3 heures de Paris, donc c'est assez pratique. Si tu es pressé et que tu as besoin de faire aller-retour dans la journée, tu as l'avion. Pas très Grenelle, mais terriblement pratique quand même. Tu as les super écoles internationales et tu as de l'espace, tu Ouais, vois, que tu as moins à Paris quand même. puis t'as la mer pas loin aussi. Tu as la mer pas loin, la montagne pas loin. Donc moi, j'avais dit à ma femme à l'époque, on s'installe à Aix. Puis si on n'est pas content, Ouais, si ça marche pas, on viendra à Paris. Et en vérité, moi, je vais à Paris 2 à 3 jours par semaine. ok. Ça se passe extrêmement bien. J'ai une partie de ma semaine qui est cadencée avec des Zooms, avec tous les entrepreneurs qu'on voit pour la première fois et qui ont passé 20 minutes au téléphone. Et ça sert à rien de se voir en personne 20 minutes, parce que ça fait beaucoup de trajets pour pas grand-chose. Et après, j'ai jeudi, vendredi particulièrement, où là, du matin jusqu'au soir, je suis blindé de rendez-vous en Ouais. physique. Et je rentre le vendredi soir. Et ce qui est génial quand je rentre, c'est que j'ai mes 3 heures de train. Donc je peux commencer à vider mon inbox. Je termine de la vider le dimanche. Et je commence le lundi. Nickel. Nickel, quoi. Et ça fait Et 4 ans maintenant. ah, ça fait 4 ans Ouais, ouais, le temps depuis. passe vite. Ok. Ouais. Et alors, pour l'instant, t'es bien ici, tout se passe bien, quoi. Très heureux. Très, très, très heureux. Ouais. Ouais. Mais c'est marrant, on s'est fait la même réflexion parce que moi aussi, du coup, je me suis installé avec ma copine qui termine, bref, son parcours ici. Et c'est vrai qu'on s'est fait la même réflexion. Paris, t'es pas loin. T'as la mer, t'as la montagne pas loin aussi, donc c'est vraiment bon compromis. Est-ce que c'est vrai qu'on a un peu zappé cette partie-là? D'habitude, je demande aux gens de se présenter vraiment rapidement Ouais. pour qu'ils sachent exactement ce que tu fais. Donc, je l'ai dit un petit peu au départ, tu diriges Kima Ventures, aussi New Wave avec Pia Diriban. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que tu fais globalement dans ces deux fonds? Bah moi, la longue story short, je l'ai fait à la connaissance de Xavier Niel il y a un peu moins, il y a presque 10 ans. Il m'a proposé de le rejoindre 1 an après. Et moi, j'ai 2 casquettes. J'ai une casquette où je fais plein de petits tickets. On investit 100 à 150 000 euros dans une centaine de boîtes par an. Et là, on Ça, est c'est une Kima. petite équipe de 3. Et là, c'est Kima. Et ça, c'est génial parce qu'en fait, ça nourrit ta curiosité. 2, ça met du rythme. Et 3, ça te permet de voir a posteriori, tu vois, les patterns qui émergent par rapport à ce que tu avais vu au début. Parce que tu vois des entrepreneurs, tu mets des petits tickets, et puis après, tu te rappelles un peu de, tu vois, tu as tes notes, et tu regardes pourquoi est-ce que tu avais investi dans telle boîte, à tel moment, etc. C'est un très bon terrain d'entraînement, ce que j'ai tendance à dire. Et puis depuis 2015, hein, même avant New Wave, mais New Wave n'est que la continuité de ça, en fait, on faisait déjà des plus gros chèques dans Ok. 2 à 3 boîtes par an, dans lesquels on croit énormément. Et là, c'est des tickets qui sont plutôt de 2, 3, 4 millions, des boîtes dans lesquelles on croit, qui on pense peuvent devenir iconiques dans leur secteur. Et là, on est un peu plus proactif, on passe un peu plus de temps avec les founders, c'est un peu plus proche, quoi. Tu vois, c'est un peu c'est plus que des coups de cœur, c'est des engagements assez forts parce que les montants sont là aussi. Ouais. Et ça, pareil, depuis 2015. Donc il y a ces 2 casquettes, cette casquette
terrain d'entraînement, ce que j'appelle, et ensuite le terrain de compétition. Et entre les deux, il y a les overlaps, c'est-à-dire toutes les boîtes qu'on a financées, tu en as toujours 5, 10, 15 par an, avec lesquelles on va quand même créer des liens un peu particuliers. Et même si on a mis que 150 000 euros, en fait, il se passe un truc. Ouais. Et il y en a aussi. Ok. Voilà. C'est pas qu'une question d'argent. C'est parce qu'on a un lien particulier qu'on met beaucoup d'argent dans certains. Ouais. Mais c'est pas parce qu'on a mis peu d'argent chez certains qu'on va pas créer un lien particulier avec eux. Au contraire même. Ok. De toute façon, on va en parler aussi de toutes les boîtes dans lesquelles tu as pu investir et celles avec qui tu as pu créer du lien. On pourrait croire que justement avec le poste que tu as aujourd'hui, parce que c'est un poste, on va y revenir, mais c'est le poste dont tu rêvais Oui. au départ, on pourrait se dire que tu as un parcours scolaire de dingue. Les gens qui nous regardent pourraient se dire, en fait, il a eu un cursus parfait, etc. Je sais que c'est pas trop le cas, mais justement, j'ai envie que tu m'en parles. T'es un peu, en fait, t'as vraiment t'es un ovni dans le monde VC. Et c'est ce qui fait aussi ta singularité, je pense. Comment elle se passe, cette scolarité au départ? En tout cas, avant que tu aies le bac. C'est bizarre parce que je me fais la remarque a posteriori, mais quand tu as commencé à parler de ça, je sais pas si tu as remarqué, tu vois, je me suis un peu retourné sur ma chaise, j'ai commencé à croiser les bras. L'école, pour moi, c'est pas un traumatisme, faut pas déconner, mais pas loin quand même. Tu vois, c'est quelque chose qui m'a marqué parce que j'étais pas heureux à l'école, j'ai pas beaucoup d'amis, j'étais mauvais en classe, et en fait, chaque jour, j'attendais que le prochain passe, tu vois, et donc ça s'est fait comme ça pendant longtemps. Et je me suis retrouvé finalement à passer mon bac tard, à l'âge de 19 ans. Donc j'avais redoublé une classe qui était la seconde. Je l'ai eu à l'oral avec 26 points de retard, donc tout juste. Après, comme je ne savais pas quoi faire et que je ne pouvais rien faire, parce que j'étais de toute manière refoulé des écoles, je suis allé à l'université, où là je me suis accroché, mais pareil, j'ai quand même redoublé une classe. J'ai postulé à quelques masters que je voulais faire, mais je n'étais pas pris parce que je n'avais pas les bonnes notes et tout. Du coup, j'ai fait le master qui voulait bien de moi. Et en fait, j'étais un peu en mode automatique, dans le flow, pendant toutes ces années, quoi. Et qu'est-ce qui faisait que justement tu étais un peu. T'as pas trop aimé l'école? C'est quoi? T'étais introverti? Tu dis souvent que t'étais un peu dans la lune? Bah, ce qui est sûr, c'est que bordélique dans la lune, ça c'est sûr, ça me caractérise, c'est comme ça que j'étais. Je pense que ce que ça crée plusieurs choses. Bon, quand t'es bordélique, quand t'es dans la lune et qu'en fait tu fais rien à l'école, le seul moyen de survivre, c'est d'avoir un esprit de synthèse hyper développé et d'aller à l'essentiel et d'être super efficace. En fait, si t'as pas ça, t'es foutu, quoi. Donc je pense que tous ces défauts qui malheureusement, tu vois, ont fait que j'étais un cancre à l'école, sont en fait des qualités que j'ai développées plus que d'autres pour le métier que je fais aujourd'hui. Donc pour ça, c'est génial. Le truc, c'est que souvent, tu remarques que les gens, ils arrivent à un âge, un moment dans leur vie, ils se retournent et ils se rendent compte qu'ils ne se sont pas posé la question de pourquoi ils faisaient ce qu'ils faisaient, de ce qui les caractérisait, de qui ils étaient au plus profond d'eux-mêmes, etc., etc. Moi, j'ai eu de la chance parce que finalement, les choses se sont bien goupillées à un point où quand j'ai regardé en arrière, j'ai vu les patterns, en fait. J'ai vu les trucs émerger, j'ai compris pourquoi j'avais fait tel choix, j'ai compris là où j'étais bon, là où j'étais moins bon et tout. Et donc, les choses se sont bien goupillées. Et donc, tu vois, évidemment, tout le monde te dit, tu peux pas dire que tu as de la chance n'existe pas, la chance, c'est savoir saisir les concours de circonstances. Putain, bah franchement aussi, j'ai eu de la chance, tu vois, je vais pas m'en cacher. Et j'ai eu de la chance parce que ça aurait pu être beaucoup moins bien. Et en fait, j'ai eu de la chance de me révéler, de me trouver, de me comprendre, de faire quelque chose que j'aime, avec des gens que j'aime et tout. Donc, Mais c'est marrant parce que aussi, je t'ai vu dire à plusieurs reprises que tu t'étais trouvé tard. Mais au final, tu vois, je trouve que même si tu as atterri là un peu par hasard, et on va venir justement sur le parcours où parce que dans le master, au final, dont tu parlais, tu arrives parce que c'est ton beau-père qui te dit est-ce que tu t'es pas inscrit, etc. Donc tu arrives un peu là par hasard, tu le dis. Mais au final, je trouve que tu t'es pas trouvé si tard que ça, parce que tu as réussi à vite savoir quelle place tu voulais avoir justement dans cet environnement-là. Tu vois, bon, après on va parler de tes expériences, mais en tout cas, c'est mon ressenti. Je pense que c'est un bon point. Je ne suis pas une victime de mon quotidien. Je ne suis pas une victime des choix que je fais et je ne suis pas une victime de mon travail. Quand je n'étais pas content avec mon travail, je l'ai quitté. Quand je ne suis pas content des gens, je les quitte. Et quand ça ne matche pas avec mes valeurs ou avec ce que j'ai profondément envie de faire, je ne vais pas m'encombrer de ça. Je pense qu'on a... déjà, il y a deux choses qui pour moi sont essentielles. C'est que la première chose, si tu veux recevoir des autres, il faut savoir donner. Et pour savoir donner,
Il faut être bien faut être bien dans qui on est, ce qu'on fait, tout. Il faut être aligné avec ses valeurs, quoi. Et donc, ces deux choses sont essentielles. Donc, moi, j'ai fait des choses qui étaient alignées avec qui je suis et ce que je voulais être. Et c'est parce que j'ai fait ces choix-là vis-à-vis de moi que ça me permet de donner aux autres et que tout ce match, en fait, arrive à se faire, quoi. Ok. Et est-ce que tu penses que justement le fait d'être introverti, tu développes, parce que du coup ça t'a aidé dans dans ton métier de VC derrière, tu es beaucoup plus à l'écoute, mais du coup tu réfléchis aussi peut-être plus tu vois, que les autres, parce que tu es moins occupé à parler, donc tu écoutes, tu analyses, etc. Est-ce que ça te permet justement de te trouver plus rapidement ou d'apprendre à te connaître plus facilement? C'est une bonne question, je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que le fait d'être introverti fait que j'ai une capacité à ressentir les signaux très rapide, et ça, c'est important dans mon métier. La deuxième chose, c'est que comme je suis pas expansif, bah ouais, j'aime aller à l'essentiel, et perdre du temps me gonfle, en Ouais. fait, fondamentalement, tu vois. Et ensuite, est-ce que ça m'a aidé à me trouver? C'est pas facile, hein, parce que j'étais très introverti, je le suis quand même moins en grandissant, tu vois. Ouais. Heureusement. En fait, à un moment donné, il faudrait prendre les pièces du puzzle, tu vois, les mettre ensemble. Dans les pièces du puzzle, tu as un petit garçon dans la lune qui a tout pour perdre confiance en soi, qui ne perd pas confiance en soi parce qu'à la fois ses profs, à la fois ses parents, à la fois les proches de ses parents le rassurent en permanence, que le fait d'être rassuré alors que ça marche pas, bah, fait qu'en fait, il s'accroche quand même. Comme je m'accroche, bah, du coup, à un moment donné, j'arrive à une étape où là, je suis libre de mes choix. Je ne suis plus à l'école, je fais ce que je veux. Ouais. Et au moment où je décide de faire ce que je veux, et bah, c'est le courage de dire je veux faire ça ou je veux pas faire ça et je sais pourquoi je vais dans telle ou telle direction. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des éléments déterminants qui sont essentiels. Le premier, c'est que pour réussir, il faut bosser. Et il faut bosser dur et efficacement. Et pas juste efficacement ou juste dur. Ça ne marche pas. Et le deuxième truc, c'est que si tu ne te connais pas toi-même, tu ne te trouveras pas, quoi. Et moi, j'ai vraiment eu cette chance. Et je pense que l'introversion, ouais, elle a forcément constitué un moyen de comprendre mon environnement et en comprenant mon environnement, de me comprendre moi-même. Mais je me suis jamais posé la question en ces termes, en fait. Ok. Et alors à ce moment-là, quand tu es justement avant de passer le bac, on va dire, tes parents, ils sont comment un petit peu avec toi? Est-ce qu'ils te suivent, tu vois? Parce qu'en général, et bon, on va en parler juste après, mais tu vois, tu l'as dit aussi, je crois que tu as le plus grand de tes garçons qui est un peu comme toi, sur ce profil-là. Comment toi, justement, ils étaient, toi, tes parents, à te voir dans la lune? Est-ce qu'ils se disaient ça ira? Est-ce qu'ils étaient un peu sur ton dos? Est-ce qu'ils te laissaient libre? Moi, mes parents m'ont toujours laissé libre. Ils ont divorcé tôt, j'avais 8 ans. Mon père a un restaurant sur l'île de la Cité, il travaillait énormément, donc il n'avait pas trop le temps pour vérifier si on faisait des devoirs, etc. Donc lui, il ne le faisait pas. Ma mère, comme elle était enfin, une mère célibataire, seule, elle bossait aussi beaucoup. Et elle rentrait à la maison, elle me disait Jean, est-ce que tu as fait tes devoirs? Et moi, ma réponse était oui, bien sûr. Et tant qu'elle ne se faisait pas convoquer à l'école, ou que j'avais la moyenne, ou que je passais en classe supérieure, ou que ça se passait à peu près bien, Ne se posait pas la bah, question. franchement, elle ne se posait pas la question. Donc ça a continué comme ça pendant très longtemps. Et elle m'a toujours dit qu'elle avait confiance en moi. Et en fait, cette confiance qu'un parent met aveuglément en toi, elle m'a pas dit t'es génial, tu vas réussir. Elle me dit je te fais confiance. Il y a une grande différence entre dire à un enfant oh, t'es vraiment exceptionnel, Mm. tu es mon bijou, tu es incroyable, tout va bien se passer pour toi dans la vie. Ça, c'est de la au mieux du denial, tu vois. Désolé Mm. pour les anglicismes. Et au pire, plutôt tu vois, enfin, un énorme mensonge, quoi. Ouais. Parce que t'en sais rien. Mais le fait de dire à un enfant, je te fais confiance, c'est une preuve, c'est quelque chose qui est assez incroyable, quoi. Donc moi, ils m'ont toujours donné ça. Et ça m'a beaucoup aidé. D'ailleurs, c'est ce qui aussi m'a permis de venir la voir quand j'étais en première. Pour dire, maman, j'ai 4-5 de moyenne en maths, physique, chimie. Là, en fait, autant en seconde, troisième, quatrième, tu vois, je voyais le bout du tunnel, tu vois. Ouais. J'avais 9,5, 10, 11. Genre, je peux passer l'année d'après. Là, je vois pas. Ouais. Genre, c'est mort. Je suis très loin de la moyenne. Et je lui ai demandé de m'envoyer en pension. Et donc, en première, elle m'a envoyé en pension. Et là, en pension, t'as que ça à foutre, meilleur de bosser, hein, puisque t'as 3 heures d'études par soir. Et donc, à force de bosser un petit peu, même si t'es installé sur ton bureau et que tu rêves et que t'attends et que les choses se passent et tout, bon, tu bosses quand même un petit peu, quoi. Et à la Je fin, tu y comprends. arrives. Donc, il y a ça. Et moi, mon fils aîné, en fait, il a ce côté un peu diesel dans la lune, comme moi.
Et je me rappelle, il y a des choses qui me marquent, c'est qu'aujourd'hui, c'est un enfant qui est autonome, qui se gère bien, qui fait les choses vite, qui a de très bonnes notes, qui est bien dans sa peau et tout roule. Mais si je fais le film 6, 7 ans en arrière, donc il n'est pas vieux, hein, il a 13 ans et demi, mais 6, 7 ans en arrière, il avait plutôt 6, 7 ans et il arrivait en CP. Je me rappelle de soirées où ma femme, genre, était mais lessivée à la fin de la soirée parce qu'il s'installait devant ses devoirs, elle essayait de l'activer. Donc ma femme c'est première de classe, 150 aux écrits HEC et sec, tu vois, genre Louis le Grand, Ouais. tronche en maths, et elle essayait de l'activer et il s'activait pas. Et en fait elle se disait mais putain mais c'est pas possible d'être aussi lent au démarrage quoi. Et en fait ça a mis longtemps, mais à force de tous les jours faire un petit peu d'effort avec lui, pour qu'il s'y mette, pour qu'il bosse, etc., ben, ça fait que les effets composés de ça font qu'aujourd'hui, ben, en fait, genre, ça déroule, quoi. Ouais. Et donc, tu vois, la patience, le courage que tu mets tôt pour aider tes enfants à gagner en rigueur, en capacité de travail, et évidemment aussi en efficacité, ben ça, après, en fait, tu le ressens quand, de manière autonome, ils le font derrière, quoi. Ça, c'est ouf. Ok. Et mais alors, du coup, attends, le premier, parce que là, du coup, t'en as trois On a aujourd'hui. 3, ouais. Et le premier, tu l'as eu à 27. 27, très jeune. Et ouais, parce que j'allais dire, mais toi, c'est. Parce que tu vois, là, moi, je vais avoir 26. Ouais. Et c'est vrai que, tu vois, c'est des trucs. Alors, je sais pas, toi, justement, comment tu vis ça? Parce qu'en plus, t'étais un gros bosseur. À l'époque, tu finis. En fait, tu sors des études quand ça arrive. Oui, je Enfin, t'avoue, plus je ne ou me suis moins, pas quoi. trop posé la question, hein. Ouais. Et pour moi, il n'y a pas beaucoup de choses sur lesquelles j'ai posé la question. J'ai un instinct très développé. Il y a des choses que je sais, que je sens, et sur lesquelles je ne reviens pas en arrière. Et voilà. Et je fais confiance à mon intuition sur plein de choses. Moi, ma femme, je l'ai connue tôt. J'avais 22 ans. On s'est séparés un peu après, puisque elle a 50 de plus, donc on est un peu Ok. plus âgés. Elle est un peu plus âgée que moi. Voilà, on a fait 2 ans de notre côté. On s'est remis ensemble, j'avais 26. Elle est tombée enceinte par chance, enfin on dit par accident, bon là on peut dire par chance Ouais. aujourd'hui, 6 mois après. Et je me rappellerai toujours, j'étais au bureau, elle m'appelle, elle me dit je suis enceinte, je t'attends à tel café, je t'ai commandé un gin tonic. Et elle me dit je te donne 10 jours pour réfléchir quoi. Et en fait moi je le savais déjà. Et donc on a eu Louis, et puis après on a eu Marc, après on a eu Adèle. Et en fait on a fait 3 enfants en 3 ans et demi de manière hyper resserrée. Le premier, c'était une surprise. Le deuxième, on l'avait bien programmé, il est arrivé pile quand on voulait. Et la troisième, on s'est dit, genre, on y va. Puis après des vacances tous les deux sans les enfants, on s'est dit, peut-être qu'on va attendre un peu. Et en fait, elle était déjà enceinte et on est trop heureux, tu vois, d'avoir eu ces 3 enfants en 3 ans et demi. Je t'avoue que quand j'y repense, je me dis, putain, 3 ans et demi, c'est sport. Alors peut-être que moi, je bossais, donc je l'ai moins ressenti. Mais j'ai oublié toutes ces années. On dormait pas. Notre aîné, Ouais. d'ailleurs, il n'a pas dormi pendant 3 ans. Moi, je me réveillais toutes les nuits. Le deal, c'est qu'elle allaitait, donc elle s'occupait des enfants pendant toute la partie de l'allaitement. Et c'est moi qui me levais au moment des biberons, parce qu'elle se rendort mal. Et moi, je me rendors comme ça. Ouais. Ouais, je m'en souviens des 3 ans où je me réveillais 2, 3 nuits, 2, 3 fois dans la nuit pour les enfants. Mais Au final, ça passe vite, quoi. ouais, le corps, en fait, se guérit beaucoup de la peine perçue. C'est assez dingue. Et aujourd'hui, t'es quel genre de papa, toi? Aujourd'hui, je suis quel Maintenant genre qu'ils de sont papa? plus grands. Je vais te dire quel genre de papa j'étais. Pas très passionné par le nourrisson et l'enfant. Alors, je retrouve souvent des vidéos, tu vois, où je déconne avec eux, où on fait des trucs et tout, mais c'est normal, c'est les bons moments que tu captures, tu vois. En vérité, je suis quand même assez impatient de nature. Moi, j'aime être challengé, en fait, et donc me dire, je vais pousser un enfant, par exemple, sur un vélo sur sa draisienne pendant 1 heure. Ouais. Ça me transporte pas, tu vois. Pousser un enfant sur la balançoire 5 minutes, ça me fait plaisir. 10 minutes, un quart d'heure, au bout d'un quart d'heure, je dis, putain, ça fait un quart d'heure quand même. On est au jardin d'acclimatation, je veux bien, mais t'as envie de le dire, vas-y, va dans les jeux tout seul, tu vois, va jouer. Voilà. Et là, c'est beaucoup plus sympa parce que ils posent plein de questions, ils ont plein de questions métaphysiques. Et là, quand on joue au jeu, tu vois, c'est actif. Donc il y a des petites routines. Par exemple, on a un livre qu'on adore qui s'appelle Les Histoires Pairs, enfin les jours pairs. Et c'est des histoires avec les jours pairs de l'année. Il y en a une 150 à peu près. Et on se lit 2, 3 jours pairs tous les soirs depuis des années. Et on a beau les avoir lus 4, 5, 10, 15 fois, on adore. Après, on a des petites routines. On a un truc avec ma fille qui s'appelle le dernier jeu, où en fait, il faut qu'elle se cache sous la couverture et il faut que j'arrive à l'attraper. Enfin, tu vois, il y a des petites choses comme ça. Et j'aime bien quand je suis en bagnole avec eux, qu'on va à l'école ou que je vais faire quelque chose et que l'un d'eux vient avec moi.
voilà, discuter de leur sujet et tout, quoi. Mais par exemple, faire les devoirs avec mes enfants, j'en suis incapable. Mais incapable, c'est physique. Un jour, ma femme part dîner avec des copines. Elle me dit, Jean, il faut absolument qu'Adèle lise le chapitre 6 de son bouquin. Et je dis, ok. Puis quelques heures, donc ça c'était le matin. Puis dans l'après-midi, elle me dit, t'oublieras pas de faire lire le chapitre 6 du bouquin Adèle. Je dis, oui, t'inquiète, j'ai noté. Enfin, j'ai noté, j'ai enregistré, quoi. Le soir, elle rentre avant d'aller dîner. Et avant de partir, elle me dit, t'oublieras pas le chapitre 6 du bouquin. Je dis, c'est bon, genre, ça fait 3-4 fois. Alors, t'inquiète, je vais pas l'oublier, le chapitre 6 du bouquin. Elle rentre le soir. Et elle me dit, alors ça s'est bien passé la lecture avec Adèle? Tu vas pas le croire, j'avais oublié. Genre, j'ai oublié de lire ce putain de chapitre 6 parce qu'en fait, genre, c'est un blocage chez moi. Ça percute pas. Genre, les fils se touchent, ça fait court-circuit. C'est un truc de dingue. Et donc, les devoirs, j'en suis mais incapable. Alors, heureusement, l'aîné et le deuxième, ils gèrent maintenant, ils sont très autonomes, donc on n'a pas besoin de les surveiller. Notre fille a des sujets de dyslexie, dyspraxie, dysorthographie. Tous les 10, on a touché le gros lot, quoi. Tu pourrais faire un Scrabble avec. Et donc, ça demande plus d'attention. Mais heureusement que ma femme a cette patience-là, parce que moi, j'en suis, en fait, je pense, physiquement incapable, quoi. Ok. Et avec ton travail, là, t'arrives quand même parce que je sais que dans ton livre, au début, t'en parles un petit peu. T'as une introduction là-dessus. Écoute, il y a des routines qui sont sympas d'avoir le matin. Tu vois, tu te lèves le matin à 7h. Moi, je fais le café depuis toujours. Et puis, j'ai le petit grille-pain, le pain, et je fais des tartines, tu vois. Et pendant un quart d'heure, je bois pas mon café parce que je suis occupé à faire des tartines, parce qu'en fait, je fais des tartines pour tout le monde. Et donc, il y a ces routines, tu vois, où tu mets le pain à griller, qui veut quoi. Un jour, ils veulent du peanut butter. Le lendemain, ils veulent de la pâte à tartiner. Le jour d'après, ils veulent du beurre et un peu de confiture. Le jour d'après, ta fille te demande du fromage, je sais pas quoi. Et donc, tu as des routines comme ça qui, moi, me font plaisir. Le lundi matin, je les emmène à l'école, pareil, ça me fait plaisir. Si je suis à la maison le vendredi matin, c'est moi qui les emmène, pareil. Là, dans le cadre de mes entraînements pour le triathlon, je regarde, ma fille, elle adore courir, donc elle a envie de s'y mettre. Donc je suis en train de discuter avec mon coach pour voir si par hasard, tu vois, elle pourrait s'y mettre, comment, comme ça on peut y aller ensemble et tout. Donc il y a ces activités-là. Le soir, on a cette routine avec les jours pairs, avec le dernier jeu avec ma fille. Donc, et on dîne ensemble tous les soirs, sans exception. Et par exemple, aujourd'hui on est mardi, ce soir c'est Tacos Tuesday. Je peux dire qu'à 19h, il faut que je fasse chauffer la viande parce que si à 19h15, mon deuxième qui adore ça n'est pas assis devant ses tacos, il va me péter une durite. Et donc, toutes ces petites routines à la semaine, au quotidien et tout, c'est des piliers, quoi. Ouais. Et ces piliers, j'adore. Ok. Et alors, maintenant, on va passer un petit peu du coup sur ton parcours. T'en parlais tout à l'heure. Bon, début de scolarité un petit peu compliqué, etc. Tu passes par la pension, ça te donne un cadre, etc. T'arrives au master. Qu'est-ce qui se passe après le master? En fait, quand j'ai terminé le bac et que je savais pas quoi faire, moi, mon beau-père, pas mon beau-père en étant le deuxième mari de ma mère, pas Ok. mon beau-père, le père de ma femme, me dit, Jean, tu vas faire quoi l'année prochaine? J'ai dit, écoutez, je ne sais pas. Il me dit, bah, je vais t'inscrire à la fac, moi, faut que tu fasses quelque chose, quoi. Ouais. Donc, il m'inscrit à l'université Paris 1, l'UFR 6, qui était l'UFR de gestion, un truc qui s'appelle l'IUP de finance, bon, peu importe. Et il me dit, les 2 premières années, c'est Tolbiac. Tolbiac, c'est un amphi à 900 personnes. À la fin, il en reste 450. Tu vois, c'est le Koh-Lanta de l'université, quoi. Et c'est normal, tu vois. T'es dans le 13e. Donc, nous, on habitait à l'époque genre, dans le 16e. Donc, je prenais le RERC jusqu'à la Bibliothèque François Mitterrand. C'était une éternité. T'arrivais là-bas. Les cours, c'est très monotone. Les mecs, en fait, c'est les mêmes cours qu'ils donnent depuis 10 ans sur le même sujet. C'est les mêmes partiels. C'est tout pareil. Et en fait, tu es dans cette monotonie constante. Il faut que tu t'accroches. Si tu arrives ne serait-ce qu'à t'accrocher au fait d'aller à la moitié des cours, tu as déjà gagné sur une partie du peloton, quoi. Si en plus tu bosses un tout petit peu et que tu fais quelques efforts et que tu n'es pas trop con, tu as des chances de passer. Donc moi, j'ai passé la première année genre avec 10 de moyenne tout court. Pof, je suis passé en deuxième année, trop content. Et deuxième année, pareil. Donc en fait, j'ai passé le Rubicon. Une fois que tu as passé les 2 premières années de Tolbiac, ça va. Et là, tu arrives à la Sorbonne, quartier latin, c'est beaucoup plus cool, il y a moins de monde, c'est plus festif et tout. Et du coup, la troisième année, je l'ai redoublé. Et je l'ai redoublé aussi parce que j'ai eu 8 de moyenne en gestion financière, qui était la matière de mon beau-père. J'étais venu le voir en lui demandant de me mettre un peu plus, si c'était possible. Et il m'a dit, tu te fous de ma gueule, t'as le prof à la maison. Genre, t'as
aucune excuse d'avoir 8. C'est pas après qu'il faut venir me voir, c'était avant, quoi. Donc bon. Et il avait raison, du coup j'ai redoublé une année. Puis après j'ai fait une année en Erasmus en Allemagne, histoire de passer le temps un peu. C'était marrant ça. Et puis après, j'ai postulé à des masters de finance, j'ai été recalé de partout. Et mon beau-père m'a dit, mais moi j'ai un master qui s'appelle Management Stratégique International. Tu vas voir un peu de tout pendant 4 mois, après tu fais un stage et puis va vivre ta vie, quoi. Tu vois. Ouais. Et pendant ce temps-là, je faisais des trucs. Je développais des sites internet pour mon père, pour son restaurant et ses copains. Je faisais des campagnes AdWords. En 2004, je peux dire que les campagnes AdWords, c'était un truc de malade. C'est que c'est pas cher. Je payais restaurant romantique Paris à 5 cents le clic, quoi. Ouais. Donc c'était ouf. Et juste, je vas-y. me permets de te couper, mais c'est Ouais. intéressant parce que justement, c'est quoi ta première approche avec l'entrepreneuriat? En tout cas, qu'est-ce qui t'a fait d'abord aimer le monde des startups, etc. Je sais qu'aussi, si je dis pas de bêtises, Vas-y. hein, mais ton père travaillait dans l'environnement startup Grave. parce qu'il était chez Excel Vision, qui Ouais. était un peu le concurrent D'Apple. Macintosh Du Macintosh, ouais. pour l'ordinateur personnel. Ouais. Est-ce que c'est ça ta première approche avec le monde de l'entrepreneuriat? C'est sûr que ça a joué énormément. Et d'ailleurs, chez moi, j'ai un petit encart. Je sais pas si c'est le journal de Tintin ou je sais pas quoi, où derrière, il y a un truc sur l'intelligence artificielle par Excel Vision. Genre, littéralement, l'intelligence artificielle. On est en 88, 89, tu vois, genre, c'était il y a 30 ans, il y a plus de 30 ans, donc c'est assez marrant. Et lui, en fait, je me rappelle, il nous ramenait son Excel Vision, donc effectivement ce concurrent du Macintosh à l'époque. Bon, pas fait à l'américaine, donc on s'est fait défoncer, quoi, mais il était directeur marketing là-bas. Et puis quand la première Nintendo est sortie, je me rappelle, on était à la Fnac, ils avaient des pyramides de Nintendo, c'était 999 francs, je crois, et on était revenu avec la Nintendo et tout. Et puis il avait le Minitel, et en fait, moi j'ai vu ça un peu de loin, parce que j'étais jeune, mais ça m'avait vachement marqué. Et ça, c'est le premier truc. Et puis il a toujours eu cette fibre entrepreneuriale, il veut toujours créer, faire des trucs et tout. Il a 70 ans, il continue à me dire ouais, je suis en train de faire des gîtes chez moi, voilà combien ça me coûte, voilà combien je les reloue, nanana. Je suis mais putain, mais papa, t'as 70 ans, tu sais pas, genre, va kiffer. Pourquoi tu me fais chier avec tes gîtes là? Et il est là, non, il y va et tout, il a la gouache, qui me fait marrer. Il a tout le temps été comme ça. Et moi, je l'ai vu entreprendre dans son restaurant et tout. Et donc, en fait, ouais, ça m'a un peu donné la fibre. Et puis, quand j'avais 16 ans, il avait fait faire son site internet par son cabinet d'expertise comptable, parce qu'à l'époque, genre, c'était les cabinets d'expertise comptable qui, genre, tout d'un coup, avaient rajouté la branche internet. Enfin, ça n'avait aucun sens. Et il m'a dit, Jean, j'ai payé 30 000 francs, c'est juste, mais pas possible. Voilà un bouquin, lis le bouquin, démerde-toi. Et c'était un bouquin, comment faire des sites internet, quoi. Moi, j'ai lu des bouquins, j'ai fait son deuxième site internet, puis son troisième, puis pour des copains. Puis un jour, il me dit, ouais, au restaurant, il y a quelqu'un qui m'a parlé de Google AdWords, tu peux pas regarder. On regarde, et puis à un même moment, il y avait Overture, le truc de Yahoo. Puis on a commencé à jouer avec ça. Et puis, comme on était sur l'île de la Cité avec son restaurant, il louait des appartements à des touristes. Donc moi, je commençais à louer quelques appartes comme ça pour voir. Et puis du coup, comme à l'université, je me faisais chier, puis j'ai rejoint une association, le BDE, puis finalement j'ai créé une association qui s'appelait Paris Interactif, où on avait un site qui était fait sur un plugin PHP qui s'appelait PHP Nuke, une espèce tu avais des forums, tu pouvais envoyer des DM, il y avait plein de trucs. Enfin ouais, c'était assez marrant. Et puis pour m'apporter un peu de rigueur, j'avais postulé pour bosser à la Société Générale tous les samedis au guichet. Donc tous les samedis, je me levais le matin et j'allais au guichet de la Société Générale, passer la journée, payer de misère, à bouffer des brioches dorées à chaque pause, tous les samedis à l'heure du déjeuner. Et voilà, donc j'ai fait plein de trucs pendant l'université, mais rien d'incroyable, rien que j'ai fait dans la durée ou que j'ai fait vraiment à fond aussi. Et le dernier truc que j'ai fait, j'ai lancé à Paris la filiale d'un truc qui s'appelle Quintessentially, qui était une conciergerie de luxe, qui était à Londres et qui était arrivée à Paris au moment du lancement de la boutique de Louis Vuitton sur les Champs-Élysées. Et donc, ils avaient ce système de conciergerie. Et moi, j'étais à Londres à chapeauter l'ouverture de la boutique avec les clients qui avaient besoin de service. On a créé une soirée aussi à la Maison Blanche. Bref, plein de trucs. Enfin, voilà, c'était un peu bordélique, c'était un jeu de bordel, mais j'aimais ça, quoi. Créer, avancer, faire des trucs, expérimenter. Ok. Et du coup, ta première, donc ça, c'est un petit peu tout ce qui se passe quand tu es étudiant. Post-bac, on va dire. Ouais.
Et qu'est-ce qui se passe du coup, première expérience pro, il me semble que tu arrives chez Avenir Finance, Avenir c'est Finance. ça. Qu'est-ce qui se passe, enfin déjà, comment tu arrives à aller chez eux et qu'est-ce qui se passe quand tu es là-bas? Donc moi, je suis diplômé d'un M1 de Corporate Finance et d'un M2 de Management Stratégique International. Et on me dit, bah voilà, dans 6 mois, c'est l'heure des stages, il faut aller dans la vie active. Genre, faut y aller maintenant. Donc j'ai pris toutes les boîtes de Corporate Finance que je trouvais sur Internet. Je crois qu'il y avait un annuaire pas sur la GFI, mais sur un truc comme ça. Il y a peut-être une centaine de boîtes. Je prends tous les emails. Et comme n'importe quel, excuse-moi du terme, mais comme n'importe quel étudiant teubé, je fais 100 emails avec les 100 mêmes lettres de motivation et les 100 mêmes CV, quoi. Et j'envoie ça à pléthore, quoi. Donc 90% pas de réponse, normal. Non, 97% pas de réponse, 2% non merci, et 1% ok, vous pouvez venir en entretien. Et là, j'en ai eu deux. Le premier, c'était Société Générale en Equity Research. J'avais eu des bons échanges avec les mecs, tout c'était sympa, mais moi j'avais pas fait HEC, ni ESSEC, ni ESCP. J'étais un peu un parasite dans le process en fait. J'avais rien à faire là. Donc je me suis fait recaler très vite. Et puis j'avais pas la rigueur. Donc voilà. Et puis après j'ai eu Avenir Finance, où là l'entretien s'est plutôt bien passé. Je pense qu'ils étaient un peu à la bourre sur leur process, qu'ils ne devaient pas avoir beaucoup de candidats. Et ils m'ont offert le stage direct. Et ça c'était janvier 2008. Donc janvier 2008, rentrée en corporate finance, pleine période des crises subprime. C'était le timing ne pouvait pas être parfait. Et en plus, la boîte, son job, c'était de faire des introductions en bourse sur Alternext. Donc, en gros, tu as des banques d'affaires qui se font des introductions en bourse. Introduire une boîte en bourse, tu as différentes tailles de boîtes. Tu as des boîtes qui font genre 10, 20, 30 millions d'euros de chiffre, qui sont à peine rentables et qui vont se coter sur le marché qui s'appelle Alternext. Autant te dire que ça sert à rien. Alors nous, on leur pitchait comme si c'était des grandes boîtes. On leur dit c'est bon pour la notoriété, c'est bon pour la liquidité parce que ta boîte elle est cotée donc tu peux revendre des titres. C'est bon pour le financement parce qu'une fois que tu es coté, tu peux aller lever de la dette et tout. Les mecs, en fait, c'est une boîte de 20 bars qui est à peine rentable sur Alternext. En fait, tout ce que tu fais, c'est que tu exposes tes comptes pourris à des gens qui n'ont rien à foutre. En fait, ça ne sert à rien. Puis en plus, c'est crise des subprimes, donc ça avait encore moins de sens. Et donc, les gens avec qui je bossais ont décidé de pivoter sur la partie levée de fonds. Et levée de fonds pour qui? Levée de fonds pour des boîtes tech. Ok. Et donc, c'est comme ça en fait que j'ai connu moi la levée de fonds pour les boîtes tech en mi-2008. Et au même moment où on a pivoté là-dessus, le pôle corporate securities du groupe dans lequel j'étais, donc le groupe faisait 200 personnes, le sous-groupe on était 15, et ils ont viré 11 personnes sur les 15, donc on s'est retrouvé à 4. En fait, il y avait 3 managing directors, et puis moi quoi, qui charbonnais parce qu'ils venaient de m'embaucher. J'étais payé 35 € brut par an. Et voilà, j'étais pas cher. Je bossais dur. Enfin, tu vois, le job était fait, quoi. Donc, j'étais la bonne personne à garder. Hein. Ok. Et du coup, là, tu restes combien de temps chez eux quand tu fais ça? Je reste 1 an et demi. Je reste jusqu'à mi-2009. En fait, ce qui se passe, c'est que début 2009, je me dis, putain, on a quand même 3 managing directors qui se tournent un peu les pouces, tu vois, Ouais. sur un marché qui est sinistré. Moi, je commence ma carrière. Si je restais là, je suis mort. Ok. Et au même moment, j'ai un ancien collègue qui s'était fait sortir sur la vague précédente, qui me dit, écoute Jean, moi j'ai quelques réseaux. La levée de fonds, j'en avais pas encore fait beaucoup, mais par contre du placement, contacter les investisseurs, etc., je sais, on n'a qu'à s'associer. Et donc on s'est associé. Et on a monté une boîte de conseil en levée de fonds, qui s'appelait Canicap, qu'on a fait pendant 2 ans. Et là, on a fait une petite dizaine d'opérations, quoi. Et donc, pour bien comprendre, le métier que tu fais chez Canicap quand tu montes ta boîte avec ton ami, c'est même pratiquement la même chose. que ce que je faisais avant. Ok. Ouais, sauf que je le fais pour moi, là. Ok. Et du coup, comment ça se passe? Est-ce que toi, t'aimes bien? Parce que du coup, là, tu passes de salarié à entrepreneur. Est-ce que ça te plaît? Comment t'es à cette période-là? En fait, je me suis pas posé la question si ça me plaisait ou pas. Je me suis juste rendu compte que dans ce métier-là, j'étais pas mauvais, tu vois. Ok. J'étais pas mauvais. Alors, le piège, en fait, c'est faire une présentation, un business plan, etc. C'est un boulot de synthèse. C'est un boulot de présentation. C'est un boulot de clairvoyance. En gros, on est là pour faire de la documentation qui arrive à dérouler une histoire en peu de slides de manière hyper concise, quoi. Donc, ouais, full histoire, concise sur peu de slides. Ça, en fait, j'étais assez bon là-dedans. Les Excel, j'aimais bien ça. Donc, on faisait des jolis BP. Et après, contacter les investisseurs, moi, en tant qu'introverti, c'était très compliqué de décrocher mon téléphone. Mais une fois que j'étais en call, en fait, j'avais vendu n'importe quoi.
Et puis, comme j'avais une bonne sensibilité aux gens, en fait, j'arrivais à lire aussi les situations. Donc, en fait, dans ce métier-là, j'étais pas mauvais, quoi. Ouais. Tu vois, j'étais assez bon en levée de fonds, j'étais assez bon en vente, j'avais un bon lien avec les entrepreneurs, un bon lien avec les investisseurs. Et j'ai fait ça pendant 2 ans avec cet associé-là. Et puis, au bout d'1 an et demi, j'ai rencontré un mec qui s'appelle Pascal Mercier, qui lui, à l'époque, était le loup blanc sur la levée de fonds sur le marché, quoi. C'est lui qui faisait toutes les plus belles opérations Ouais. tech de levée de fonds. Comment elle se fait la rencontre Oh, avec... putain. Parce que en fait, c'est ton mentor. Ouais, en fait, c'est le seul vrai mentor que j'ai eu dans ma carrière professionnelle, parce que c'est le seul boss que j'ai eu avec qui j'ai bossé au quotidien et qui m'a dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, et voici pourquoi. Et, Tu vois. et même parce que Xavier Niel, tu le considères plus comment Comme un modèle, c'est pas pareil. Et alors, c'est quoi la différence pour toi, la distinction entre les deux? Le mentor, en fait, passe du temps avec toi pour te mettre dans le moule, tu vois, Ok. pour te former. Le modèle, c'est quelqu'un dont tu t'inspires pour pouvoir fonctionner. Ok. Donc, c'est pas pareil, tu vois. La différence, c'est que le mentor, en fait, j'ai envie de te dire, il push, quoi, il est sur toi. Alors que le modèle, c'est toi qui tires les enseignements que tu as du Ok. quotidien et de ce que tu sais de la personne, etc. Donc vraiment, moi, dans ma vie, j'ai eu Pascal Mercier comme mentor et Xavier Niel comme modèle, quoi. Mais donc, Ok. c'est les deux personnes Là, tu vois, j'ai un sujet un peu touchy en ce moment, et 2 personnes à qui j'en parle, c'est Xavier et Pascal. Ok. Et ça restera probablement comme ça pendant longtemps, quoi. Donc c'est assez marrant. Et pourquoi est-ce qu'on parlait de Pascal? La rencontre, ouais, comment elle se Ah ouais, fait la avec lui? rencontre. En fait, donc je le suivais sur Twitter, et à un moment donné, il tweet un truc que je trouvais rigolo, et je le retweet en mettant un commentaire, mais à l'époque, le retweet, c'était pas comme aujourd'hui. En fait, fallait que tu copies le message, que tu mettes RT, enfin bref, c'était un peu technique, quoi. Et j'avais pas la place de mettre son nom. En fait, mon tweet, il rentrait pas. Et du coup, j'ai enlevé son nom. Et lui, il voit que j'ai enlevé son nom, il me dit, écoute, camarade, t'es gentil, quand tu retweets un contenu que j'ai fait, bah, au moins, tu laisses le nom de l'auteur, quoi. Tu te démerdes pour le faire. Hyper emmerdé, je me dis, ouais, je suis con, il a raison et tout. Donc, j'enlève mon tweet, je le refais, je remets son nom dessus. Et il me dit, bah, viens me raconter tes levées de fonds un de ces jours. Et du coup, on s'est vu quelques mois après. Je suis passé le voir, il m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire? Et je lui ai dit, écoute, en fait, dans un monde idéal, je veux que le numéro 1 m'embauche, quoi. Donc, embauche-moi. Et il m'a dit, je close une grosse opération, dès qu'elle est closée, je t'embauche. Et il m'a embauché. Et ton associé de l'époque, il le prend... Enfin, comment t'en discutes avec lui? Est-ce que ça... Moi, à l'époque, ce que je fais, c'est Transition. qu'en fait, je quitte mon associé de l'époque, je lui laisse la structure avec ce qu'il y a dans la caisse, et je vais faire ma vie. Alors, ça fait jamais plaisir, en fait, entre guillemets, d'être laissé pour compte, hein. C'est pas drôle. Mais à un moment donné, en fait, enfin, c'est le cycle de la vie, quoi. Ouais. Tu vois, c'est comme toute rupture, c'est comme ça que ça se passe. Donc, il faut vivre avec, et puis il faut le faire élégamment. Et il n'y a pas de manière super élégante de le faire. C'est Ouais. juste, il faut être direct. Et puis, il faut le faire de telle manière à ce que la personne ne soit pas dans la merde, ne serait-ce que matériellement, pour qu'elle puisse se retourner. Ouais, bien sûr. Ce que j'ai fait, quoi. Et alors, avec ton mentor que tu rencontres là, avec qui tu pars travailler, tu restes quoi? Tu restes 2 ans avec lui? Je reste 2 ans chez Pascal, ouais. Ouais, c'est ça, de mi-2011 à mi-2013. Ok. Et c'est quoi comme tu dis que c'est ton mentor, la leçon, tu vois, avec la plus de valeur, le truc que tu as ressorti de là où tu te dis ça... toute ma Quand vie, je j'arrive, regarde. mon habitude, c'est de faire des decks, des pitch decks, un peu à ma manière. Et dans le bureau, il y avait un autre mec qui bossait avec nous, qui s'appelle Guillaume Teboul, qui lui faisait des présentations beaucoup plus détaillées. Genre lui et moi, on était à des années-lumière en termes de style. Et je me suis dit, je vais me mettre dans le moule, je vais faire comme lui. Et j'ai essayé. Puis j'y arrivais pas. Et ça a créé de la friction au début, tu vois. Et c'est dur parce que tu te mets de la pression quand tu commences un job comme ça et tout, et ça avançait pas comme je voulais. Et puis Pascal, un jour, on fait une revue de pitch deck, il me dit ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et en fait, rien n'allait. Et moi, ma réponse de base, c'était ok, non mais je sais, d'accord, je sais. Et à un moment donné, il me regarde et dit Jean, genre, ta gueule. Quand on sait pas, on le dit. C'est pas grave. Les gens, ils sont contents de t'aider. Tu vois, ils vont pas te taper dessus parce que tu vas leur dire que tu sais pas. Au contraire, tu vois. Ils apprécient le fait que de manière honnête, tu leur dis je sais pas, et ils seront contents de te filer un coup de main. Donc si tu sais pas, dis-le que tu sais pas. Et ça, c'est bête, mais ça a été une super leçon pour moi. Parce qu'il y a plein de choses qu'on sait pas et sur lesquelles en fait on essaie de se cacher ou pas montrer, alors qu'en fait c'est tellement plus simple de le dire, quoi. Ouais. Donc ça a été la première leçon qui m'a... Et je pense la plus importante. Ok. Ouais. Le truc que tu retiens, quoi. Ouais, le truc que je retiens régulièrement. Et alors, après ces 2 ans, il y a un moment où tu rencontres
on te présente en tout cas les fondateurs de The Family, qui est un truc un peu nouveau à l'époque. Donc tu fais la rencontre de Alice, Oussama et Nicolas. Ouais. Comment elle se passe un petit peu la rencontre, toi, ta première impression avec eux? En fait, la jeunesse, c'est qu'en mars 2013, j'accompagne une boîte qui s'appelle SoJeans. Et c'est une boîte, j'ai beaucoup de respect pour les entrepreneurs, mais si j'étais investisseur, je suis pas sûr que je mettrais de l'argent, alors que les mecs sont top. Je me dis, je sais pas si c'est le bon sujet, quoi. Et à ce moment-là, je me dis, putain, il y a beaucoup de boîtes sur lesquelles je file des coups de main pour leur levée de fonds, mais en fait, en tant qu'investisseur, je sais pas si j'irai. Et pourtant, il y a des boîtes dans lesquelles j'ai cru énormément et dans lesquelles les investisseurs n'ont pas cru. Notamment Capitaine Train, qui était la boîte dans laquelle j'ai cru le plus pendant ces années de levée de fonds, dans laquelle personne croyait et qu'on a quand même fini par vendre 300 bars. Quoi, tu vois. Et je me suis dit, je pense en fait que je suis assez bon comme investisseur, je ferai un bon job là-dessus. Et donc j'ai commencé à contacter plein d'investisseurs pour pouvoir essayer de rentrer en VC. Évidemment, je me suis fait recaler de partout pour changer. Et fin août, j'ai Martin Mignot d'Index Venture qui m'a présenté Oussama, Alice et Nicolas. Et là, il s'est passé plusieurs choses. La première, c'est que en fait, il soufflait un vent frais, tu vois, chez The Family, avec beaucoup de rythme, beaucoup d'envie. C'était genre, ça bougeait fort. Et en fait, j'ai pris ça comme un rebond, quoi. Tu vois, il fallait que je fasse des choix et je l'ai bien senti. Et donc, rapidement, et donc j'ai rencontré Oussama, Alice et Nicolas. On a bien fité. Oussama m'a dit combien il te faut, quoi, tu vois, pour vivre. Donc je lui ai dit. Il m'a dit, écoute, je peux te payer, mais dans 3 mois, je peux pas te payer. En fait, je sais pas comment je te paye dans 3 mois. Donc juste que tu le saches, tu vois. Donc il faut que tu fasses un choix en sachant ça. Et j'ai posé ma dème 15 jours plus tard pour rejoindre The Family à ce moment-là, sans savoir s'ils allaient pouvoir me payer 3 mois après. Et il n'y a pas que ça, parce qu'à ce moment-là, en plus, t'attends un autre heureux événement. Ah oui, ma femme est enceinte de 3e enfant, accessoirement, tout à fait. Et comment tu le vis? Parce que, alors, je le sais, tu le dis, et on le sent, mais tu es quelqu'un d'optimiste. Comment tu deals quand même avec ça? Parce que tu te dis, en fait, ils n'ont pas de quoi me payer, c'est quelque chose de nouveau. Je quitte un taf dans lequel j'ai quand même une bonne place, etc. Comment t'en parles avec elle? Comment ça se passe? Bon, déjà, ma femme a toujours été hyper supportive de mes choix, systématiquement. Et je pense on a un instinct qui se recoupe à un moment donné. Donc, en fait, les choix s'imposent très naturellement. Et à nous, en fait. Et là, enfin, il y a plusieurs choses. Un, quand tu as une bonne situation, c'est vraiment le piège de te dire genre, que c'est sur cette base-là qu'il faut que tu construises, quoi. Une bonne situation, c'est plus une prison dorée, tu vois, qu'autre chose, quoi. Est-ce que ça match avec tes valeurs? Est-ce que tu as envie de continuer de faire ça? Est-ce que tu vois, ce qui te rend heureux quand tu te lèves le matin? Il faut se poser ces questions-là, c'est important. Moi, j'étais à un stade où je savais 6 mois avant que, en fait, ça y est, il y avait un disconnect entre mes aspirations personnelles et le métier que je faisais. Et il fallait que ça change. Donc ça, c'était sûr. Et je savais que je voulais être dans ce sens-là. Et ensuite, je ne sais plus quel comique, dans quel film ou je ne sais quoi, disait non, mais il parlait d'un problème, il dit ce n'est qu'une information. En fait, putain, le risque, ce n'est qu'une information. Genre, c'est pas grave. Tu vois, tu prends un risque, ouais, bah, si tu te plantes, il faut rebondir. Mais en fait, des gens qui se plantent, qui rebondissent, il y en a tous les jours. Et en fait, tu sais quoi? Tu passes ta vie à te planter et à rebondir. Tu vois, un enfant, quand il apprend à marcher, il fait 2000 tentatives avant de marcher. 2000, tu vois. Donc, tu peux faire 4 tentatives, tu vois. Ça va aller, c'est pas grave. Donc, ce truc-là, il est important. C'est que le risque est relatif. Et il faut vraiment aller chercher quelque chose sur lequel il y a un match avec tes aspirations personnelles, quoi. Et donc, moi, j'ai pris cette décision en me disant c'est un souffle nouveau dans lequel je crois énormément, ce que fait The Family. On est bien connecté avec les fondateurs, on s'entend. Et ça, c'est cool. Il y a tout ce que j'aime dans ce que je recherche, c'est-à-dire il y a du volume, parce qu'on voyait beaucoup d'entrepreneurs. Il y a de l'autonomie, tu vois, tu es maître de ton destin. Et je m'en rendrai compte qu'après, mais en plus il y a de la visibilité, tu vois, qui va avec ça, et qui m'a beaucoup servi. Et donc je me dis, je prends ce risque, et si ça plante, je referai de la levée de fonds, j'irai servir au restaurant de mon père, je ferai autre chose, c'est pas grave.
C'est comme quand, avec ma femme, on se dit, on bouge à Aix, si ça marche pas, on montera à Paris. Ouais. Si ça marche, tant mieux. Et, donc, il faut faire des tentatives. Tu vois, tu fais des tentatives, et de temps en temps, ça marche, et de temps en temps, ça marche pas. Ce qu'il faut, c'est d'abord, être aligné avec tes valeurs, 2, être honnête, et 3, éviter de t'embourber, quoi. Tu vois, il faut rester efficace dans ce que tu fais au quotidien et tout. Là, j'étais avec un mec au téléphone tout à l'heure qui a quitté son job. Donc, il avait fait 2 jobs. Il quitte son premier job, il quitte son deuxième job. Et il veut changer complètement de carrière. Et puis, pendant qu'il change de carrière, en fait, il continue d'appeler certains investisseurs avec lesquels il bossait pour leur proposer d'investir dans 2-3 trucs. Ces investisseurs qu'ils appellent, en fait, ils n'aiment pas trop se faire solliciter pour un nouveau deal. En fait, ils auraient juste avoir des nouvelles de ce mec-là, quoi. Et donc, j'étais au téléphone avec lui, parce qu'il était un peu perdu tout à l'heure. Et je lui ai dit, mais il faut que tu arrêtes de vouloir genre, combler le vide. Il faut que tu arrêtes de mouliner, quoi. En fait, tu étais en train de t'embourber, là. C'est une énorme connerie. Tu t'es séparé de la première boîte parce que tu te faisais utiliser, et tu as eu raison. Tu t'es séparé de la deuxième parce que vous n'étiez pas alignés en termes de valeur. C'est OK. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que tu nourrisses ton entourage. Donc, tu vas rappeler les gens avec lesquels tu as bossé. Tu vas les voir de manière désintéressée. Tu vas recréer des connexions. Et en fait, les choses vont se remettre de manière organique. Il ne faut pas essayer absolument de rebondir très vite et d'aller trop loin, etc. Il faut chercher quelque chose d'organique. Et en fait, tu verras que quand tu alignes tes valeurs morales avec ce que tu fais, en fait, les choses se font de manière assez naturelle, quoi. Mais moi, je pense que c'est magique. Non, c'est clair, c'est clair. Je suis assez aligné avec ça. Quand tu arrives du coup chez The Family, il y a un peu une effervescence à l'époque. Enfin, vous êtes un peu dans génial. un truc. Est-ce que tu peux raconter un petit peu pour les gens? Il y avait l'appartement rue de Poitiers, qui était un appartement sous-loué qui en fait nous servait de bureau, qui faisait péter des câbles aux voisins parce qu'il y avait tout le temps du monde, des gens qui rentraient, sortaient toute la journée. Il y avait des petites soirées, des dîners, des machins et tout. Bref, c'était un bordel sans nom. Et en fait, on essayait 1000 trucs à la minute. À l'époque, on ne savait pas que Enfin, on savait que Oussama était un très bon orateur, on ne savait pas à quel point. On n'avait pas encore créé Coup d'État, il n'y avait pas encore les bureaux de la rue du Petit Musc et tout. C'était une énorme colloque dont l'objectif, c'était de mettre la gouache aux entrepreneurs pour qu'ils fassent des trucs super ambitieux, quoi. Et peu importe d'ailleurs qui ils étaient, parce qu'il y avait à la fois les fondateurs de Hitch, où je disais, mais les mecs, vous n'êtes pas sérieux. Franchement, ramener des gens bourrés dans des bagnoles le soir en pensant qu'on va concurrencer Uber, vous êtes timbrés. Et voir ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est extraordinaire. Voilà, et tu avais plein de gens de plein d'univers. C'était vraiment une énorme colloque, quoi. Très, très bonne atmosphère. Et à un moment donné, je ne sais plus ce qui s'est passé, mais Nicolas Saillant, qui était le CEO de la boîte de The Family, en fait, qui faisait beaucoup d'opérationnels et qui s'assurait en fait que quand on jetait des balles, elles retombaient dans les bons trous, quoi. Trouve les bureaux du Petit Musc, qui étaient beaucoup trop chers pour nous. Et en fait, c'est à ce moment-là, je ne sais pas si c'était Oussama ou Alice ou les deux, comment ça s'est fait, ou peut-être Erika, ou peut-être Hugo, je ne sais plus, mais en gros, ils sont venus avec cette idée de faire coup d'État. Et donc ils se sont dit, on va lancer coup d'État, on va faire des préventes, avec l'argent des préventes, on va prendre les bureaux, quoi. Et après, on verra comment on les paye. C'était dingue. Et franchement, le fait d'oser comme ça, c'était ouf. Alors, le problème de oser, c'est que ça a des limites. Hein, et à un moment donné, il faut passer aux étapes suivantes. Mais franchement, c'était fabuleux. Bonne expérience, quoi. Bonne expérience. Moi, j'en garde que de très bons souvenirs. Et justement, si tu devais retenir un truc de chacun des cofondateurs, tu vois, c'est quoi le truc qui t'a marqué chez eux, chacun d'entre eux? Alice, sa franchise. En fait, quelqu'un d'entier. Et c'est toujours sympa d'avoir quelqu'un d'entier parce que c'est quelqu'un qui cut le bullshit, tu vois, en permanence. Et puis très créative. Donc c'est ce qui a fait, tu vois, la patte de The Family. Après, Oussama, voilà, en termes d'orateur, c'est next level. Le mec est très fort. Et Nicolas, un putain de brain, quoi. En fait, tu donnes n'importe quel sujet à Oussama et Nicolas. Oussama te le
pourrait te le vulgariser en un rien de temps, probablement en te rajoutant des trucs ni vus ni connus, mais qui au moins fait que l'histoire est belle. Et Nicolas pourrait devenir un expert du sujet et te le redistiller dans un contenu parfaitement structuré, moderne et tout. Et en fait, l'ensemble était dingue, quoi. Ok. Et alors, il y a un truc qui se passe, t'en as parlé un petit peu tout à l'heure, d'une boîte, Captain Train. Oui. C'est elle qui a un peu la pierre angulaire. Cette boîte, elle a beaucoup d'importance pour toi parce que c'est elle qui va t'amener finalement, qui va t'ouvrir les portes, entre guillemets, de Kima après. C'est la base de tout, ouais. Est-ce que tu peux raconter justement comment ça se passe? En fait, la base de tout, c'est un mec qui s'appelle Sylvain Zimmer. En 2008, quand j'arrive chez Avenir Finance, le premier deal de levée de fonds sur lequel je bosse, de ma carrière, c'est une boîte qui s'appelle Jamendo, qui faisait un catalogue de musique amateur, libre de droit, et le CTO de cette boîte, c'était Sylvain Zimmer. J'accompagne cette boîte, malheureusement on ne lève pas d'argent, mais bon, je m'étais suffisamment donné pour qu'on, malgré le fait que ça ne marche pas, qu'on garde de bons contacts. Et quand j'ai rejoint Pascal Mercier, Sylvain m'appelle en me disant un de mes témoins de mariage, Martin Ottenwalter, est associé avec Jean-Daniel et Valentin. Ils ont lancé Capitaine Train, ils veulent concurrencer Voyage SNCF sur la vente de billets de train. On les rencontre, on les trouve top, on les accompagne. J'essaie de faire la première levée de fonds, c'est très difficile. Et en fin d'année 2010, je crois, 2011, fin d'année 2011, je regarde un peu tous les investisseurs qu'on a contactés. Il y en a un qui n'avait pas répondu, où c'était pas clair si c'était oui, non, je sais pas et tout. C'était Martin Mignot de Index, qui au même moment avait contacté Capitaine Train pour dire ce que vous faites c'est génial. Et je me dis je comprends pas. Il leur dit que c'est génial et il a dit non pour les rencontrer, tu vois. Donc je rappelle Martin, je lui dis je comprends pas, ça t'intéresse ou pas? Il me dit bah ouais grave. Et du coup on fait un call avec Martin et 3 jours plus tard il me dit ok on va investir. Et donc Index Venture met 500 000 euros, CMCIC met 500 000 euros. Moi je ramène des investisseurs qui mettent au total 400 000 euros et on fait ce premier tour de financement avec Capitaine Train. Long story short, on arrive à l'étape où je veux quitter la levée de fonds. Et c'est Martin Mignot qui me présente The Family. Et Martin Mignot, la seule raison pour laquelle je l'ai connu, c'est parce que je l'ai fait investir chez Capitaine Train à l'époque. Et la raison pour laquelle j'ai réussi... Et donc, il se passe ça. Et en 2014, Jean-Daniel, le CEO de Capitaine Train, vient me voir en me disant on va faire une nouvelle levée de fonds. Je lui dis écoute, super, je te conseille de bosser avec un banquier d'affaires. Va voir les mecs de chez Cambon, ils vont te faire le job, très bien. Et à l'époque, ces investisseurs lui disent non, pas besoin de banquier d'affaires, on va t'aider, ça va aller tout seul, quoi. Finalement, la levée de fonds ne se fait pas, ça se passe mal, il n'a plus que 4 mois devant lui, et là, il m'appelle en panique, il me dit Jean, il faut que tu me files un coup de main. Du coup, je me repose encore avec Jean-Daniel, on refait son deck, on rebosse sur tout, et je contacte 2 personnes, Alven Capital qui finit par faire le deal, et Xavier Niel avec un call d'email. Et Xavier Niel me dit j'adore Capitaine Train, je serais ravi de rencontrer Jean-Daniel. Et en fait, la seule raison pour laquelle j'ai contacté Xavier Niel sur Capitaine Train, c'est parce qu'à l'époque, en 2011, quand j'ai levé de l'argent, j'avais contacté Kima Venture. Mais Jérémy Bérébi n'y était pas allé parce qu'une semaine avant, Xavier avait gelé les investissements pour une période indéterminée. C'est la seule raison pour laquelle Jérémy n'a pas investi à l'époque. Et c'est ce qui fait que moi, j'ai contacté du coup Xavier en 2014, qui a fini par investir. Et puis après, de là, s'en est suivi la suite, quoi. Et en fait, c'est fou parce que le nombre, enfin, tu vois, la suite des éléments concomitants qui font que j'arrive au job de rêve. En fait, j'en rêvais en 2013. En quittant la levée de fonds, je m'étais dit putain, le mec qui a le meilleur job du monde, c'est Jérémy Bérébi, tu vois. C'est le mec qui bosse pour Xavier Niel, c'est ouf. Et puis tu te dis, c'est un truc que jamais je pourrais y aller, quoi. Totalement en dehors de... C'est pas à ma portée du tout. Non. Et c'est drôle du coup parce que donc ça c'est un peu donc c'est la pierre angulaire de tout, ce deal-là. Ouais. Comment ça se passe un petit peu la suite parce que du coup on arrive après tes 2 ans chez The Family, tu t'envoies ce deal-là à Xavier Niel, tu continues en fait d'échanger avec lui. En fait à l'époque, donc Jérémy était en train de quitter Kimar. Ouais. Et comme Jérémy, j'ai échangé avec lui sur d'autres deals, j'étais au courant du fait qu'il réfléchissait à quitter Kima. Et moi, je me suis dit, attends, c'est une opportunité qu'il faut travailler en fil rouge, quoi. Donc de temps en temps, j'envoyais des deals à Xavier. Et un jour, sur un deal qui s'appelle We Do Gift, dans lequel on a mis 150 000 euros et sur lequel on a récupéré 3,5 millions d'ailleurs, il me dit, coucou Jean, quand est-ce que tu passes me voir, quoi.
Et donc on s'est croisés et 15 jours après, il m'a offert le job, mars 2015. Alors c'est drôle parce que tu en parles dans ton livre justement, et ça me fait rire parce que, alors on va y venir après hein, sur ton livre, mais parce qu'il y a des trucs que je trouve assez intéressants. C'est déjà la manière dont il te répond au message. D'abord sur Captain Train, la réponse qui est directe, et puisqu'en fait vous étiez croisés une seule fois avant. Vous Et allez il te tout cracher. dit, j'ai toujours adoré Captain Train, j'ai regardé le deal, c'est ok, donc ça va très vite. Et après, quand il te propose de passer le voir, Mm. toi, tu t'attends à quoi à ce moment-là? Parce que tu sais que Jérémy part. Moi, je m'attends au job, j'en rêve. Et en fait, on passe 2 heures ensemble, on parle de tout et de rien. Et à la fin, je lui dis, et Kima? Il me dit, quoi Kima? Je dis, bah, je sais pas, Jérémy s'en va, genre, tu vas le remplacer. Et il me répond, Jérémy a embauché 2 mecs, tu sais, Kima, enfin, c'est 100 lignes d'investissement par an, ça tourne tout seul, quoi. Je me dis, ah merde. Et toi, tu ressors comment là? Je me convainc que c'est pas grave, en fait, ça me fait chier. Parce que je le veux, le job. Il se passe combien de temps avant que 15 jours. Ouais, ça va. 15 jours. Bah bon, c'est 15 jours où tu te dis. Non, mais c'est 15 jours, je me dis c'est mort, et c'est 15 jours où quand je reçois l'appel de Anne, qui à l'époque était en charge de la holding de Xavier, et qui me dit est-ce que tu peux nous rejoindre, je me dis waouh, ok. Et à l'époque, en plus, comme un peu échaudé par. Enfin, tu vois, c'est difficile quand tu as des activités comme Kima, comme 42, Station F, je sais pas, Hectare, enfin plein de trucs, de mettre des gens à la tête de ces entités-là. Tu veux qu'elles le méritent, qu'elles aillent les chercher, tu vois. Donc moi, à l'époque, comme il y avait déjà Vincent et Michel, il m'a pas dit viens t'occuper de Kima. Il m'a dit viens chez Kima. Mais en gros, ça veut dire démerde-toi pour faire ta place. Je vais pas te donner un rôle. Genre, tu viens, voilà comment ça marche, tu te démerdes. Et du coup, c'est ce qui se passe parce que quand t'arrives, C'est un peu en technique. fait, ouais, toi, on t'arrive, il y a quoi? Il y a déjà 400 sociétés qui sont gérées. 350, ouais. Et t'as 2 nouveaux deals par semaine. Tout le monde qui t'appelle, qui Terrible. veut être. Tout d'un ton- coup, tu as ton plein de ami. nouveaux meilleurs amis. Ouais. Et comment tu gères ça? Comment ça se passe, toi? Comment tu Bah, prends tes marques? tu gères ça. D'abord, il y a un truc, c'est que moi, j'aime la compète, quoi. Donc, j'aime gagner. Et c'est pour ça que je fais les choses. Et pas vis-à-vis des autres, d'ailleurs, plutôt vis-à-vis de moi-même. Et là, en fait, il y avait beaucoup de sujets d'organisation. Et moi, mon problème, en fait, c'est que j'ai une défiance à l'autorité forte. Et que là, tout d'un coup, c'était l'agenda qui avait l'autorité sur moi. Et ça, c'était hors de question. Donc, j'ai commencé à m'organiser petit à petit. Et tout ça a donné lieu à ce qui maintenant est mon framework de quotidien de Human Machine, et qui fonctionne bien, quoi. Mais ça s'est fait au fil de l'eau pendant la première année, je pense. Ok. Et c'est marrant parce que tu parles de défiance à l'autorité. Et tout à l'heure, j'aurais voulu t'en parler de ça. Tu vois, quand tu quittes ton statut d'entrepreneur et que tu pars de nouveau travailler en salarié, est-ce que... J'ai le respect pour le mec chez qui je vais. Ouais, mais est-ce que tu penses pas que quand même, quand tu es entrepreneur, c'est la forme la plus pure, entre guillemets, parce que non pas que tu n'as pas d'autorité, tu dois de compte à personne, mais un peu, tu vois, c'est... Moi, déjà, j'ai pas un profil d'entrepreneur. Si j'étais un entrepreneur, je serais un solo-entrepreneur, je serais un micro-entrepreneur, je serais pas je gérerais pas une boîte. Donc, j'ai pas ce personnel-là, je pense, déjà. Et ensuite, moi, j'adore pouvoir m'appuyer sur des gens seniors au-dessus de moi, à qui je fais confiance. Et à qui je suis heureux de donner l'autorité, tu vois, de me dire quoi faire ou comment faire. Ouais, c'est accepté, quoi. Ouais, carrément. Et elle vient d'où, un peu, cette défiance à l'auto? Tu penses que c'est repart de l'école ou c'est... J'ai pas réussi à mettre le doigt dessus sur la défiance à l'autorité, mais il y a un truc, c'est que j'ai toujours trouvé qu'il y avait beaucoup d'aberrations dans le quotidien des gens. Et moi, d'ailleurs, quand j'étais petit, les gens me disaient tu veux faire quoi comme métier? Et je leur disais je vais être optimisateur. Ils me disaient quoi? Petit quoi? Optimisateur. Genre, je veux optimiser des choses. C'est n'importe quoi la manière dont les choses sont faites, à droite, à gauche, machin et tout. Les gens me disaient mais ça n'existe pas ce métier. Je sais pas, on va l'inventer. Hein. Mais avec tous les trucs qui sont cassés partout, on va optimiser ce bordel, quoi. Et en fait, moi, j'ai toujours été choqué par les gens qui se mettent dans des situations et soit s'embourbent dedans, soit suivent ce qu'on leur a dit en pensant que parce que c'est la règle, genre, ou parce qu'on leur a dit que c'était comme ça, genre ils y vont, Ouais. bêtement. Moi, j'aime comprendre pourquoi est-ce que c'est comme ça et pas autrement, et comment est-ce qu'on peut faire les choses de manière un peu plus maligne, tu vois. Ok. Voilà. Donc, ouais, je voulais être optimisateur. Et alors, tu l'as dit aussi, il y a 2 métriques qui comptent pour toi dans le travail. Mhm. C'est du coup la compète vis-à-vis de toi-même. Et le deuxième truc, t'en parles aussi La souvent, reconnaissance. la reconnaissance.
beaucoup. D'où ça vient, tu penses, ces trucs-là? La reconnaissance, je sais pas, je pense que quand tu es introverti, que à l'extérieur tu vois beaucoup de gens qui deviennent populaires, en fait, tu as un peu cette envie-là, tu vois, de devenir populaire toi aussi. Après, tu peux le voir de différentes manières. Moi, c'est pas la popularité qui m'intéresse, c'est la gratitude. Donc, c'est de me dire que j'ai été utile pour les gens que j'accompagne. C'est quand Et même puis, ça valide aussi le fait que j'aime faire les choses de manière utile et efficace, tu vois. Donc, s'il y a la gratitude en face, c'est que j'ai fait le job. S'il n'y a pas la gratitude en Ouais. face, c'est est-ce que j'ai fait le job ou est-ce que j'ai pas fait le job, tu vois. Et toutes les semaines, quand je fais des calls avec des entrepreneurs ou que je les accompagne sur des sujets et tout, bah, en fait, tous ces petits points de gratitude à droite à gauche, en fait, valident le fait que je continue à être sur le bon chemin, quoi. C'est important. Ouais, non, complètement. Mais en plus, tu l'as dit, mais je pense que c'est quand même différent. Reconnaissance, gratitude, tu vois, la barrière, elle est fine, mais tu sens que tu fais les choses pour les autres et pas. Alors peut-être vis-à-vis de toi-même, j'en sais rien, mais. Non, gratitude plus que reconnaissance, hein, clairement. Et alors, donc, tu arrives, du coup, tu essaies de prendre tes marques. Et c'est vrai que c'est un autre truc qui est un peu paradoxal. C'est qu'au moment où justement tu arrives et tu as tout le monde qui t'appelle, enfin, tu as quand même un emploi du temps. Alors peut-être que c'était déjà chargé avant chez The Family, hein, mais c'est quand même beaucoup plus dense d'un Je me coup. fais défoncer là. Ouais. Et c'est là où tu te dis, alors je sais pas si c'est tout de suite que tu te dis je vais écrire un livre, mais en tout cas, et t'en parles dans l'intro, tu dis c'est en observant justement le business angel le plus actif du monde et la manière dont il gère son temps, puisqu'il répond à 1000 emails par jour et tu as l'impression qu'il le fait presque facilement, que tu commences à te dire je vais écrire un livre sur la productivité. En fait, il y a deux trucs. Le premier, c'est que dans la vie, on a besoin de référentiels. Et Xavier c'est un référentiel. C'est un référentiel d'efficacité. C'est un référentiel de réflexion, dont il fait les choses. Il y a plein de choses qui sont super intéressantes dans la manière dont il fait les choses au quotidien et qui sont hyper inspirantes. Donc moi, je me suis beaucoup inspiré en fait de lui sur la manière dont je faisais les choses. Je me suis dit, moi, je bosse du deuxième, lui, il bosse au cinquième. Si le mec est au cinquième, c'est qu'il doit faire les trucs bien, tu vois. Donc, je vais regarder. Je le voyais, quand le gars te répond du tac au tac, par tranche de demi-heure, systématiquement, et que jamais tu as une réponse en plus de 24 heures, tu te dis, putain, oh, la barre, elle est haute, quoi. Ouais. Et il fait ça avec un volume qui est 5 à 10 fois plus important que le tien. Donc ça, c'était intéressant. Et puis, comme j'ai commencé à m'organiser pour pouvoir gérer Kima correctement, quand j'ai commencé à donner des workshops à des entrepreneurs, à un moment donné, j'ai donné un workshop sur la productivité. Et j'ai nommé ce workshop Human Machine. Je ne sais plus pourquoi. Et j'ai fait ce workshop plusieurs fois. Et en fait, ça me trottait dans la tête. J'avais besoin de l'écrire, j'avais besoin de le mettre sur papier. En fait, ça me démangeait, quoi. Et c'est pour ça que j'ai écrit le bouquin. Mais aujourd'hui, à refaire, je ne le referai pas. Ah ouais. Je suis très fier de l'avoir fait. C'est un achievement en soi et je suis content de l'avoir fait, mais c'est difficile. C'est un effort important d'écrire un bouquin, notamment sur le travail de relecture. Très ingrat. Et il y a quoi aujourd'hui qui a changé? Parce que du coup, je peux en témoigner. Quand on a commencé à échanger ensemble par mail, tu es quand même super réactif. Oui. Et qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que tu as mis en place depuis ton arrivée chez Kima qui a vraiment radicalement changé ta vie? En termes d'organisation, quoi. Bah, il y a plein de choses que j'ai mises en place, mais ce qui est sûr, il y a toujours un moyen. Dans 95% du temps, il y a un moyen simple, rapide et économique de faire quelque chose, systématiquement. Et plus vite tu arrives à trouver ce chemin pour tout ce que tu fais, et mieux c'est. Et donc, moi, j'ai appliqué ça à la manière dont je fais les meetings, à la manière dont je réponds aux emails, dont je fais les to-do, dont je regarde les sujets, etc., etc. Et ça veut dire aussi que parfois, tu vas faire l'impasse sur des choses où des gens vont te dire mais putain, mais comment tu peux faire l'impasse comme ça? T'es un malade. Bon, en fait, par A plus B, tu leur démontres qu'en fait, ça n'a strictement aucune importance, quoi. Et que c'était un arbitrage à faire qui, à un moment donné, pouvait paraître un peu démesuré et qui, en fait, va s'avérer payant à la fin. Ou alors, prendre quelque chose et le tourner de manière à ce qu'il soit plus simple, plus trivial, plus digeste et qui fonctionnera. Je vais te donner un exemple. Tu vois, là, je vois la manière dont on gère les fonds d'investissement. Donc, on a Kima, qui est un fonds d'investissement classique, qui est géré par la holding. On est 3 personnes. Aujourd'hui, il faut qu'on fasse la mise à jour sur 1000 lignes du portefeuille. Oui, pendant un mois, l'équipe va un peu se buter à mettre à jour les choses, etc. Mais tout le flow, le process, le formulaire
qui permet de mettre à jour les lignes tous les ans automatiquement, c'est un truc de malade. C'est simple, c'est rapide, c'est économique. Et en fait, tu vois un fonds d'investissement classique, tu lèves de l'argent, il faut que tu appelles le capital, après il faut que tu l'investisses, il faut que tu gardes des réserves, tu as des quotas en fonction de la géographie. Tu pourrais dire, ah putain, j'ai genre 10 critères. Quota, tu peux faire une cote mal taillée, tu vois. Tu es censé investir 50% en Union européenne. C'est quoi, mets 60% dans ton modèle, comme ça au moins, tu arrêtes de poser la question quand tu es un tout petit peu, tu vois, quand tu es à la limite, quoi. Appeler du capital, c'est du template. Tu fais le template une fois, tu le fais bien, et si possible, tu l'automatises avec des formulaires, tu fais des trucs, genre, machin. Et tu bosses avec des gens, tu vois, qui juste font le process réglo. Sur ton déploiement du capital, tu as des règles. Tu mets 3 checklists, enfin tu vois, 3 bullet points sur quelles sont les règles à respecter pour les premiers chèques, quelles sont les règles à respecter pour les deuxièmes chèques. Tu passes tous les deals dans les filtres. Ça passe pas, quoi. Tu vois, il y a plein de trucs, quoi. Donc c'est pas rocket science. Et il y a plein de choses où les gens se prennent la tête, mais de malade, alors que c'est pas rocket science. Et c'est comme, je te donne un exemple, mais il y a, je respecte, tu vois, mais on est dans une industrie qui est un peu feutrée. Moi, à chaque fois que je dois aller discuter avec quelqu'un chez Axel, Sequoia, Index ou je sais pas où, dans 99% des cas, j'ai un assistant ou une assistante dans la boucle. Mais moi, j'ai pas besoin d'assistant pour prendre un putain de billet de train ou une chambre d'hôtel ou réserver un resto ou envoyer un lien Calendly à un entrepreneur, tu vois. On n'a pas eu besoin d'assistant pour pouvoir booker nos 2 heures là. Ça n'a aucun sens. Et en fait, tu as l'impression que tu délègues quelque chose qui te prenait de la bande passante, alors qu'en fait, là, tu n'es juste pas en train de faire l'effort nécessaire pour optimiser ton process, tu vois. Genre, en fait, tu t'es détourné du truc. Donc, bien sûr que Xavier a besoin de quelqu'un, tu vois, parce qu'il en a déjà de malade. Mais à la holding de Xavier, il n'y a pas d'assistant. On est 15 ou 20 personnes, personne n'a d'assistant. Ça n'existe pas. Chez Kima, il n'y a pas d'assistant. C'est du jamais vu, tu vois. Et ce truc-là, et je respecte ceux qui en ont besoin et qui veulent en avoir et tout, mais tu vois, ça questionne un peu sur et comment ça se passe sur le reste des choses à accomplir au quotidien, tu vois. Est-ce que tu as aussi besoin de quelqu'un pour t'assister là-dessus? Qu'est-ce que tu dirais, tu vois, à des entrepreneurs qui se sentent un peu, pas dépassés, mais justement, tu vois, toi, d'avoir ce modèle-là, tu rencontres aussi, du coup, beaucoup d'entrepreneurs, et ceux qui sont complètement, qui se laissent déborder partout et autres, comment tu les conseilles, toi, là-dessus? Parce qu'au final, c'est même pas rajouter des choses. La plupart du temps, c'est surtout élaguer et faire le point sur les choses importantes, quoi. Je peux rien faire pour eux. Les gens qui apprennent pas à s'organiser, franchement, je peux rien faire pour eux. J'ai juste un seul conseil, c'est commence par une chose. T'optimises une chose dans ton quotidien, qui est l'histoire de 5, 10, 15 minutes, et après tu passeras à la deuxième. Puis après tu passeras à la troisième, puis après tu passeras à la quatrième. C'est comme ce mec avec qui j'étais au téléphone tout à l'heure, qui me racontait qu'il était un peu perdu depuis ses 2 jobs, sur ce qu'il allait faire, etc. Genre, stop, t'arrêtes tout. Ton point numéro 1, c'est reconnecter avec ton cercle proche, recréer des connexions fortes, et à ce moment-là, les choses organiques vont se faire. Bah là, c'est pareil, quand tu es noyé dans les choses, c'est qu'est-ce que tu vas faire mieux 10 minutes par jour, et qu'est-ce que tu vas supprimer de ta journée qui ne te servait à rien, quoi. Et tu verras que les choses après, étape par étape, quand on a fait 15 comme ça marche. Hein. Et toi, du coup, c'est quoi les métriques sur lesquelles tu mets le plus gros focus à l'heure actuelle? Moi, je pense qu'il faut toujours être à 80% de ton périmètre d'action, parce que sinon, tu ne peux pas gérer les urgences. Les gens, en fait, ils se bourrent la semaine de rendez-vous ou de choses à faire. Et du coup, comme il y a toujours des urgences dans la semaine qui arrivent, en fait, ils sont débordés, quoi. Moi, je suis toujours à 80% pour être sûr que quand il y a une urgence qui arrive, je peux la gérer. Et donc, ma métrique, c'est plutôt une métrique de bien-être, quoi. C'est est-ce que je dors bien? Est-ce qu'à la fin de la semaine, je suis lessivé ou est-ce que je suis en forme? Là, tu vois, la semaine dernière, c'était une semaine compliquée. J'ai eu 2 gros sujets RH. J'ai eu un gros sujet sur une boîte. J'ai eu un enterrement. À la fin de la semaine, franchement, genre, j'étais à la limite, quoi. Mais j'étais pas mort. J'étais genre, juste genre, à la limite. Et ça, c'est parce que je suis à 80% sur mon périmètre d'action pour pouvoir gérer l'urgence en permanence, quoi.
Et aussi, les urgences, c'est le trop-plein d'émotions quand il y a beaucoup de choses dans la semaine, quoi. Le sport aussi, peut-être. Ça t'aide dans... Ouais, mais le sport, c'est pas une métrique pour moi. C'est-à-dire que ça m'aide parce que je pense que ça m'aide à me sentir bien dans ma peau. Ça m'aide aussi parfois à me vider la tête ou à réfléchir. Ou de temps en temps, je vais aller courir 1 heure et puis je vais enchaîner 4 calls avec des gens avec qui je parle pas souvent, tu vois. Mais en fait, ça me détend, tu vois. Donc, je vais appeler un entrepreneur, je vais appeler un copain, je vais appeler je sais pas qui. Et puis, donc ça, j'aime bien. Mais c'est deux choses différentes, en fait. J'ai vraiment le boulot d'un côté, le sport de l'autre. Et j'ai besoin d'être complet dans les deux, quoi. Ok. Et comment tu arrives à concilier ça on en parlait un petit peu avant, parce que là, tu es en train de préparer, du coup... Enfin, je sais pas si tu... L'Ironman, ouais. Ouais, si tu l'annonces Si, ou pas. public. Et du coup, comment tu arrives à concilier ça entre, justement, la vie de famille, le travail et le sport? Tu arrives à... En fait, tu as 4 trucs. En fait, tu as 5 trucs, normalement. Ou je sais pas combien. Attends, on va recommencer. Tu as le boulot, tu as le sport, tu as la famille, tu as les amis. Ok. Donc, tu as ces 4 trucs-là. Tu peux pas faire les 4 en même temps. Faut que tu fasses un. Pas que tu fasses une croix, mais Priorise. il faut que tu priorises. Donc, moi, le truc sur lequel j'ai décidé d'enlever la priorité, c'est les amis. Donc là, demain, tu vois, je déjeune avec un ami. Ça me fait plaisir. Jeudi, je vais à Paris. Jeudi soir, je vais dîner avec personne, tu vois. Je vais courir avec un entrepreneur. Et ensuite, je vais aller me coucher. Et tu vois, ce week-end, est-ce qu'on a une sortie vélo, barbecue avec des potes et tout? Je sais pas. Je vais voir si ça tient avec mon entraînement. Et aujourd'hui, c'est boulot, famille, entraînement, tu vois, c'est mes 3 pans, quoi. Sur la famille, c'est facile. J'ai tous mes rituels. Mes rituels du matin, mes rituels du soir, mes rituels du week-end, etc. Parfois, ça shrink un peu, tu vois, là maintenant. Il fait de plus en plus beau. Je vais faire des sorties un peu plus longues en vélo. Ouais, ça va me bouffer une grosse demi-journée sur un week-end. Genre une grosse demi-journée. Donc il faut que je m'organise bien par rapport à ça, mais c'est comme ça. Et après, le sport, bah, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais déjeuner un peu plus vite, que je vais déjeuner moins avec des gens, tu vois, parce que en fait, je vais avoir 2 déjeuners par semaine qui vont être du sport. En fait, si tu regardes ta semaine de sport, tu peux faire 6 à 7 heures de sport par semaine, tu vois, sans que ça n'ait aucun impact sur rien. Après, si tu veux rajouter la même durée pour faire le double, pour faire 15 heures, tu vois, ce que je fais, il faut que tu en rajoutes un petit peu plus le week-end. Il faut que tu shrinks sur des déjeuners. Et puis, il faut que tu shrinks sur des fins de journée, début de soirée, quoi. Tu vois. Donc, ça veut dire que, ouais, à un moment donné, il va falloir que tu te mettes sur ton vélo à 18 h pour aller faire 1 h 30 de vélo, tu vois, avec un exercice spécifique. Ou courir sur ton tapis de course, pareil, de 18 à 19, un mercredi soir. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que le reste de la journée, il faut que tu t'aies buté, quoi. Il faut que tu aies été super efficace. Mais ça tient, franchement. Et ça me fait marrer parce que tout le monde me dit ouais, là, le triathlon, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie, ça te bouffe. Alors, oui, je suis beaucoup en legging. Ok, j'avoue, quoi. Ouais, je suis beaucoup en tenue de sport. Maintenant, est-ce que c'est infaisable? Est-ce que ça prend du temps et tout? Oui, et oui, ça prend du temps, tu vois, si tu le prends en valeur absolue. Est-ce que c'est infaisable? Mais pas du tout. En fait, c'est largement faisable. Alors, c'est sûr que quand tu es entrepreneur et que tu as une équipe de 50 personnes et que ces gens-là, en fait, ont besoin de toi un peu en permanence, c'est un peu plus compliqué que quand tu es investisseur, que tu peux organiser ton agenda, qui a extrêmement peu d'urgence, en fait, quand même. Moi, je suis dans un métier où il n'y a pas de grosse urgence. Tu vois, les urgences sont jamais à 5 minutes, une demi-heure, 1 heure près. Quand je m'arrête 1 heure pour aller faire un truc, je reviens au bout d'1 heure. Oui, j'ai 10 WhatsApp en absence et 35 emails, mais il n'y a pas d'urgence, quoi. Et donc, quand tu n'as pas ce problème-là, bah, en fait, tout est. Je dis pas que c'est facile, mais presque, quoi. Ok. Et du Ouais. coup, là, c'est quoi l'objectif pour le prochain Ironman? Écoute, l'objectif à un moment donné, ça va être de se qualifier pour les championnats du monde. Est-ce que je vais y arriver au mois de juin là, ou est-ce que j'y arriverai l'année prochaine? On verra. C'est compliqué parce que je m'y suis mis vraiment en fait à partir de juin 2023. Donc ça fera pile 1 an. Donc faire moins de 10 heures à Nice en pile 1 an, c'est un peu ambitieux comme objectif. Si t'as le petit mot de ton fils qui dit si tu fais Moi, moins de top 500, t'es faible, ah là là, il c'est m'avait tué motivant. ça. Ouais, il m'avait tué. Ah, il m'a fait rire l'article. Ouais. Bah, en fait, je pensais pas. Quand j'ai fait le demi-Ironman d'Aix en mai, c'était parce qu'un copain m'avait chauffé et j'avais fait la natation à la brasse quand même. Et j'avais morflé sur la course à pied.
Et je pensais faire donc Nice en 2024 et un demi en septembre. Et en fait, le demi en septembre, il tombait un dimanche. Et moi, ça ne m'arrangeait pas parce que j'avais des rendez-vous le lundi et que ça ne me permettait pas de rentrer à l'heure. Du coup, 4 semaines avant l'épreuve, je me suis inscrit au full plutôt qu'au demi. Et sur le full, mon fils m'avait écrit ce petit mot en disant si tu n'arrives pas dans les 500 premiers, t'es un faible. Voilà, et évidemment sur ton humour, hein, mais j'avais pris ce petit mot en me disant sur 2300, 2200 ou 2300 personnes, je me suis mis au triathlon il y a 3 mois, je ne vais pas être dans les 500 premiers, quoi. Et en fait, mon coach m'avait très très bien préparé. Et à la fin, je suis arrivé en 10h30, 427e, quoi. Et donc c'était génial. Et quand tu commences un truc comme ça, parce que tu t'en parles aussi, tu t'es mis au vélo assez tard. Ouais, il y a 2 ans. Et du coup, quand tu passes de ça c'est tout ou rien un petit peu, mais tu te fixes les objectifs quand tu commences le vélo, tu te dis, ok, je vais essayer d'aller au max de ce que je peux faire, ou est-ce que tu commences et tu te dis, je vais voir où ça me Non, le mène. vélo, vraiment pour le plaisir, j'y suis allé. C'est quand j'ai commencé le triathlon que là, j'ai commencé à me fixer des objectifs. Ok. Euh, et j'aime beaucoup. Et puis, en fait, le problème, c'est que quand je me lance dans quelque chose, je le fais pas vraiment à moitié, quoi. Ouais. Voilà. Surtout s'il y a un élément compétitif. Surtout s'il y a un élément compétitif. Je me rappelle un jour, on était invité par un mec sur le cercle arctique en Suède pour conduire des Mercedes avec des pneus cloutés sur des reproductions dans la neige de circuits de Formule 1, quoi. C'était un truc organisé par Mercedes. On était, je sais pas, une trentaine d'investisseurs invités pendant 3 jours, quoi. Il y avait des épreuves, c'était la compète. Il y a un truc sur lequel, je sais pas, ils ont changé la règle au dernier moment, j'ai pas dû bien écouter, je sais pas quoi. Au final, du coup, j'ai terminé deuxième de tout le monde. Ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. En fait, moi, j'étais parti, je voulais terminer premier, quoi. Et donc, ouais, quand il y a de la compète et que j'ai décidé de faire la compète, je peux gagner. Et c'est quoi les autres qu'est-ce que tu dirais qui te caractérise le plus, tu vois je sais que tu avais déjà parlé de l'honnêteté, tu vois, ce genre de choses. Moi, j'en avais noté. Vas-y. J'avais noté, tu le disais, tu es honnête, optimiste et sensible. Et je pense que, tu vois, c'est marrant parce que quand on parle, je me disais, c'est des caractéristiques qui font un bon entrepreneur. Ah ouais, tu penses? Et enfin, en tout cas, est-ce que tu partages ça? Est-ce que selon toi aussi, c'est des bonnes caractéristiques, enfin, c'est des caractéristiques qui font un bon vicieux aussi? Optimiste, c'est sûr, parce qu'en fait, il faut l'être. Et puis, il faut transmettre cet optimisme autour de toi, donc ça, c'est important. L'honnêteté, je pense que c'est vrai aussi, je pense que c'est vrai pour l'entrepreneur, je pense que c'est vrai, en fait, partout. L'honnêteté intellectuelle, c'est critique, quoi. Tu vois, dès lors que tu commences à regarder tes intérêts personnels au point où, en fait, tu dérives sur cette ligne d'honnêteté, c'est extrêmement grave. J'ai des gens que je connais bien qui ont dérivé sur cette ligne. Plus jamais de ma vie, j'aurais la même estime d'eux. Plus jamais, quoi. Tu vois, tout d'un coup, mon cerveau a switché. Et c'est comme ça, hein. Et après, donc optimisme, honnêteté et sensible. Non, j'ai des très très bons entrepreneurs qui sont pas sensibles pour un sou. J'en ai qui sont très sensibles. Ce qui est sûr, c'est que c'est bien d'avoir une bonne lecture des situations. Et les entrepreneurs qui ont une mauvaise lecture des situations, c'est emmerdant parce que de temps en temps, ils vont faire des conneries parce qu'ils ont mal lu la situation. Donc, il faut avoir une bonne lecture des situations. Et ensuite, moi, je suis dans un... Moi, j'aime mon métier parce que, en fait, c'est une excuse pour moi de parler à des gens, tu vois. Quand t'es quand t'es introverti de nature, que quand il y a trop de monde, ça te fatigue. Parce que moi, littéralement, tu vois, dans une soirée, demain, en fait, au bout de 2 heures, je suis lessivé. En fait, ce qui me permet de pas vriller, de pas péter une durite, c'est de rencontrer des entrepreneurs tous les jours. Tu vois, c'est mon diapason social, quoi. Et j'adore. Euh, et je sais même plus c'était quoi la question précédemment. Non, c'était ça, sensibilité, honnêteté, optimisme. Mais je dis par exemple que pour bosser avec Xavier, il faut 3 caractéristiques très simples, qui sont que si tu es sympa, honnête et efficace, ça va bien se passer. Tu penses que c'est des caractéristiques qu'il a cernées très vite chez toi quand vous êtes rencontrés? Non, je pense qu'il a eu une intuition, qu'il a décidé de suivre son intuition et qu'il se trompe une fois sur deux et que j'espère que cette fois-ci, a priori, il ne s'est pas trop trompé, quoi. Ok. Ouais. Tu penses que
Qu'est-ce que les autres personnes aiment chez toi? Waouh, alors ça, j'étais pas prêt. Qu'est-ce que les autres personnes aiment chez moi? Le fait que j'ai toujours leur intérêt à cœur, quoi. Que je regarde toujours l'intérêt de l'autre avant de regarder le mien. Ouais, je suis un... En fait, je suis un giver. Moi, j'aime bien donner. Je pense qu'on reçoit parce qu'on donne, en fait. Et ouais, c'est ma caractéristique principale. Je vais penser aux autres. Ça fait un peu moins une bonne poire de temps en temps. Hmm. Mais bon, c'est pas grave. Tu dors mieux. Quoi? Tu dors mieux. Ouais, je dors très très bien. Même. Qu'est-ce que les autres, ils peuvent te reprocher parfois? Que quand j'ai décidé quelque chose ou quand j'ai mis un trait sur quelque chose, je me retourne pas. Je peux, je peux devenir glacial. Surtout si c'est un truc qui est allé à l'encontre de mon système de valeurs, tu vois. Ou, ouais, j'ai pris une décision où il y a quelque chose qui est allé à l'encontre de mon système de valeurs. En fait, ça y est, pour moi, c'est derrière moi, quoi. Et ouais, ça doit pas être très agréable pour ceux qui subissent ça. Et en même temps, à un moment donné, tu prends une décision de couper. Quand tu coupes, tu vois. Il faut passer à autre chose. Et après, qu'est-ce qu'ils peuvent pas aimer? Le fait que je fais un peu ce que je veux. Je suis un peu un animal, quoi. Je suis un peu dur à attraper. Moi, j'aime bien être dans mon coin, avec mes entrepreneurs, en rendez-vous et tout. Mais rentrer dans une discussion de brainstorm pendant 2 heures, ça me fait chier, tu vois. Genre, vraiment. Et probablement que c'est utile dans plein de choses, pour plein de sujets et tout, mais moi, j'aime pas ça, en fait. J'aime être dans l'action. Et j'aime être dans l'action avec les gens qui font partie de l'action. Et ouais, donc, ouais, je peux être un peu sauvage. Et quand j'ai essayé quelque chose, tu ne rattraperas plus, quoi. Ok. La collaboration que tu as aujourd'hui avec Xavier Niel, elle marche bien. Est-ce que tu penses que, tu vois, tout à l'heure, tu parlais que justement, maintenant, tu as plus confiance en toi quand même. Est-ce que tu penses que ça t'a aidé, justement, aujourd'hui, sans être pour autant, tu vois, tu prends pas les choses pour acquises, mais en tout cas, tu relativises un petit peu plus, tu vois. Je sais pas, il y a 3 ans, tu m'aurais dit. Enfin, je sais pas. Je pense que régulièrement, j'ai quand même besoin de me rassurer, quoi. Tu vois, ce syndrome de est-ce que j'ai fait les bonnes choses, est-ce que ça se passe bien, est-ce que les gens sont contents de ce que je fais et tout, ça me... Non, non, ça me travaille tous les jours. Et d'ailleurs, je pense que c'est quand tu crois que tu as gagné que tu commences à perdre, quoi. Mm. Et je dis pas que c'est quelque chose qu'il faut se forcer à faire, tu vois, mais c'est bien de se dire qu'on n'est jamais arrivé au bout du chemin et qu'il y a toujours des choses qu'il faut qu'on fasse un peu mieux que la veille, quoi. Ok. Donc je m'accroche à ça. Tout à l'heure, on parlait de la meilleure leçon que tu as apprise aux côtés de Pascal Mercier. C'est Ouais. quoi la meilleure leçon que tu as apprise aux côtés de Xavier Niel? Voilà, la meilleure leçon que j'ai appris aux côtés de Xavier Niel. Ah, si, plus t'as de pouvoir, plus faut être gentil. Plus faut être généreux. Tu vois, Xavier, c'est un modèle du genre. Alors en business, bah, le mec est pas un bisounours, tu vois, il est Ouais. pas là pour te faire de cadeaux. C'est un jeu, tu vois, de la même manière que je crois qu'il a un bon historique comme joueur de poker, tu vois, amateur, avec les copains. Je pense que dans le business, tu vois, il est fort, quoi. Euh, mais au fond, et dans la manière dont il fait les choses en général, en fait, c'est un garçon généreux. Et en fait, un garçon avec du pouvoir qui est généreux, c'est irrésistible. Et moi, ça fait partie dans les choses. Tu vois, je te disais, Pascal est un mentor, Xavier est un modèle. Dans les choses que je prends chez Xavier qui pour moi sont des modèles, tu as l'efficacité d'un côté, cette recherche des choses simples et rapides, tu vois, dans ce que tu fais au quotidien aussi. Et la troisième chose, c'est euh, plus tu es en position de force, plus tu as de pouvoir, plus il faut être généreux. C'est essentiel, critique. Et c'est génial d'ailleurs. Et les gens t'en remercient, tu vois, parce qu'en fait, ils se sentent... euh, ouais, tu les fais se sentir bien, et quand les gens se sentent bien, en fait, ils donnent le meilleur. Ok. Le meilleur conseil qu'il t'ait donné, s'il t'en donne, de temps en temps? Quel conseil Xavier m'a donné? Parce qu'en fait, l'un des pouvoirs secrets de Xavier, c'est de poser plein de questions et pour t'amener à la bonne réponse, quoi. Hmm.
Donc en fait, ils ne te donnent pas des conseils de manière directe. Ouais. Ils te donnent des conseils de manière indirecte. Parce que s'ils t'amènent à la réponse par toi-même, ça aura beaucoup plus d'impact que si celui qui te la donne. Donc Xavier, il ne donne pas de conseils, mais ce que tu peux tirer de ça, c'est qu'en fait, il arrive toujours à la solution à laquelle il va imaginer sans jamais te la suggérer. Ça, c'est assez fort. Ok. D'ailleurs, tu vois, il a du coup des tics de langage qu'il utilise parce qu'il sait comment piquer les gens. Tu vois. Par exemple, il va me dire ça, Jean, est-ce que tu sais faire? Tu me dis ça, tu me cherches. Tu sais bien que ça va me piquer. Tu sais bien que je vais vouloir te montrer que je sais faire. Donc, que tu ne dis pas est-ce que tu peux faire ça? Il te dit ça, est-ce que tu sais faire? Ça veut dire exactement la même chose, mais ça ne te pique pas de la même manière. T'as ton meilleur souvenir avec lui, en tout cas un souvenir, tu vois, fort, un truc qui t'a marqué. Il n'y a pas de truc qui m'a marqué, mais j'aime bien quand on a le temps. Parce que c'est ce qui peuvent déclencher des conversations et tout. On peut discuter de tout et de rien. Enfin, pas de tout et de rien, mais on a le temps. Donc, par exemple, de temps en temps, quand on part aux États-Unis et qu'on a du coup toute la durée du voyage ensemble, bah, ça permet d'échanger sur plein de sujets. Donc, ça, c'est des moments qui sont assez sympas. J'aime Ok. bien. Est-ce que tu dirais que c'est votre curiosité commune et votre goût un petit peu pour l'aventure qui vous rapproche le plus? Je pense que c'est notre insatiable envie. En fait, on a tout le temps envie. Tu vois, tout le temps envie, tout le temps motivé, tout le temps content, quoi, tu vois. Et d'ailleurs, c'est ça qui est cool avec Xavier, je trouve. Il passe son temps à vouloir rencontrer de nouveaux entrepreneurs, à poser des questions. Il kiffe, quoi, tu vois. Mais moi, j'aime ça aussi. Je pense que c'est l'envie qui nous rapproche. Ok. Ouais. Il y a des sujets sur lesquels vous n'êtes pas du tout d'accord? Ou en tout cas, sur lesquels vous avez chacun vos arguments et même en discutant, débattant dessus, vous avez du mal à bouger de vos positions. Ça nous est pas arrivé. Peut-être que ça arrivera un jour, mais ça nous est pas arrivé. On est plutôt assez alignés sur les sujets. Et quand on n'est pas aligné, en fait, les conversations nous emmènent à la conclusion assez vite, quoi. Donc non, on n'a pas trop de sujets de ce côté-là. Ok. On va parler un petit peu des startups et de Kima quand même. Vas-y. À date, vous avez investi dans combien de startups depuis que tu es arrivé? Presque 1000, je pense. Là, tu parles Kima ou Kima et New Wave. Kima, NGG, New Wave, tout ça. Au total, pas loin de 1000. Ok. Ça représente combien à peu près en investissement? Ça doit être un peu moins de 200 millions, je pense. C'est pas énorme en 10 ans. Hein. Vous faites quoi? Vous faites 15 millions par an sur Ouais, en Kima? gros, la valeur du portefeuille, ça s'approche du milliard et le montant investi. En gros, on a investi 200 et un peu plus de 200 et la valeur du portefeuille doit approcher 250 peut-être. Et la valeur du portefeuille doit approcher le milliard, je pense. Ok. Quand tu parles de valeur du portefeuille, est-ce que ça inclut par exemple ce que vous avez Les revendu? boîtes qu'on a vendues et les valeurs des boîtes sur le papier aussi. Ok. C'est quoi les objectifs du coup que vous avez sur les prochaines années là? Tout à l'heure, tu me parlais un peu des bilans que vous faites. Je pense que les objectifs qu'on a sur les prochaines années, c'est de continuer de supporter les entrepreneurs francophones de la tech en étant un acteur que tous les gens ont envie d'avoir sur leur cap table. Ce qui est de moins en moins évident quand tu as de plus en plus d'acteurs du financement. En fait. Plus tu as de gens qui investissent, moins les gens ont envie de toi. Et donc tu veux que les gens continuent d'avoir envie de toi. Quoi. Ok. Et donc il faut qu'on travaille ça, et qu'on le renforce parce que je pense que Kima est un acteur généreux de par tu vois, les gens qui s'en occupent quoi, et qui financent. Et donc, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas dans tous les cap tables d'entrepreneurs francophones qui ont de bonnes intentions. Quoi. Ok. Tu vois, là, je pense qu'il y a un truc qui a pas mal démocratisé l'investissement en startup. Ouais. Tu Là, parles de qui veut être mon associé. voilà. Je vais pas te demander ton avis sur l'émission, mais ce que Oh, j'aimerais c'est pas savoir, piège. c'est... non, mais parce que je l'ai déjà vu, bon après... mais c'est plus, enfin, comment ça se passe exactement, vous, quand vous investissez dans une startup, pour que les gens comprennent bien? Est-ce que vous êtes là aussi à négocier comme ça? Parce que tu l'as dit, c'est 150 000 à peu près les tickets. Comment ça se passe? Souvent, on négocie pas parce que d'abord, on est un suiveur. C'est-à-dire que nous, on met un ticket de 100 à 150 000 dans un tour de financement qui sera de 500 000, 1 million, 2 millions. Donc, qui on est pour négocier, tu vois? C'est plutôt est-ce que le deal nous plaît et OK, on y va. Donc, on négocie quasiment jamais. Quasiment jamais. C'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de savoir si on a envie d'en être, pas de négocier. Ok. Et est-ce que tu peux expliquer aussi comment ça fonctionne exactement, un fonds? Enfin, là, en l'occurrence, Kima, c'est particulier parce qu'il y a un seul investisseur. Un fonds Mais dans les classique, en grandes lignes. fait, c'est un fonds sur lequel tu vas avoir des investisseurs qu'on appelle des LP, Limited Partners, qui vont investir de l'argent dans le fonds, chez les GP, General Partners, qui eux-mêmes vont investir cet argent dans les startups.
Au milieu, ce qui va se passer, c'est qu'une partie de l'argent investi par les LPs va revenir ce qu'on appelle en management fees, donc pour payer l'équipe qui va investir. Et ensuite, la performance globale du fonds va être calculée sur le total, hein, c'est-à-dire l'argent investi plus les management fees. Et si tu arrives à faire de la performance, l'équipe de gestion va toucher environ 20% de la performance du fonds à la fin. Et ça, il faut 10 à 15 ans. Ok, ouais, donc c'est quand même un process qui est C'est long. long. On rêve tous de faire des super success stories en 5, 6, 7 ans. La vérité, c'est qu'un vrai fonds, c'est 12-15 ans pour maturer correctement. Et toi, là, ça fait quoi, 10 ans que tu es avec... Ça fait maintenant... En fait, ça fait un peu plus de 8 ans. Ça fait 8 ans et demi. Ouais, et je pense qu'il va se passer énormément de choses sur les 5 ans qui viennent, là. Ça va être dingue. Parce qu'on va avoir beaucoup de boîtes qui vont vraiment maturer. On va avoir les vraies grosses sorties des deals qu'on a fait en 2015, 2016, 2017, quoi. Ok. Ça va être génial. Et tu penses qu'il va y avoir aussi beaucoup de choses qui vont se passer sur les nouvelles boîtes dans lesquelles vous allez rentrer là, sur les prochaines années? Tout le temps, mais en fait, c'est un flux permanent d'informations, de boîtes qui vont pas bien, de boîtes qui vont bien, de boîtes qui vont très bien, de boîtes qui pivotent, de boîtes qui rebondissent. J'arrive même pas à caractériser en fait le nombre de bonnes nouvelles versus mauvaises nouvelles versus les choses qui nous stressent et tout. C'est un flot permanent qu'on essaye de gérer constamment et sur lequel on n'a pas le temps de se poser des questions en fait. Toi, tu reçois quoi? Tu reçois 400, 500 demandes par semaine? On reçoit une cinquantaine de demandes par jour au total entre les boîtes qu'on voit passer et les boîtes qui nous contactent. Ok. Je pense. Et c'est quoi la proportion? Est-ce que c'est beaucoup de gens qui t'envoient un email? Est-ce que c'est des gens Ouais, il qui... y a de tout, mais en gros, tu as tous les entrepreneurs qu'on va détecter, les entrepreneurs dont on va entendre parler par le réseau, les entrepreneurs qui vont nous contacter. Et j'ai pas de proportion à proprement dit, mais en gros, 80% des deals de toute manière viennent de ton réseau, quoi. Et Quoi tu qu'il les vois arrive. tous? Non, il y en a une partie que je vois pas, que Alexis ou le reste de l'équipe font tout seul, hein. Ouais, ouais. Enfin, quand je disais tous, c'était, je veux dire, toi, t'envoies une partie, puis les autres, après, vous En fait, répartissez les boîtes. on essaie de séparer le boulot, hein. Ok, mais Euh, vous essayez d'en voir le plus possible quand même. ouais, et puis on essaie de faire tous les bons. Ouais, Parce que s'il lève beaucoup d'argent et qu'on n'est pas dedans, on va être un peu déçu. ok. Justement, par rapport à ça, c'est une question que je me posais qui semble peut-être un peu bête, mais tu t'envoies tellement des boîtes, et il y a des moments où tu dois avoir des trucs quand même très très similaires, ou est-ce que parfois justement l'entrepreneur qui gère le projet, il arrive à te convaincre qu'en fait c'est une approche qui est différente d'un sujet ou On ne voit que des sujets similaires. Quelqu'un qui fait quelque chose et qui est tout seul sur ce sujet, c'est extrêmement rare. Et c'est souvent qu'il y a un loup, quoi. Ok. C'est pas normal. Sur tout sujet, tu vas systématiquement avoir 2, 3 players et parfois 5 à 10, quoi. Et comment vous faites dans ce cas-là? On prend les entrepreneurs qu'on trouve les plus forts et qui veulent de nous. Ok. Ouais, c'est vrai que ça joue aussi. Euh, alors, pareil, je vais poser des questions qui reviennent, mais qui sont assez importantes. C'est ce que je te disais aussi au départ. Avec tout ce que tu vois, toi en plus, tu en parlais, mais tu es connu pour écourter quand même au maximum. Enfin, tu as envie d'être très, très direct et que. Je pense qu'il ne faut pas plus de 20 minutes pour faire un rendez-vous avec un entrepreneur. Moi, je dis souvent, tu as 1 minute pour faire une bonne première impression, 5 minutes pour être crédible, 15 minutes pour convaincre. C'est quoi les facteurs principaux qui te font décider Des gens qui vont vite, qui s'adaptent et qui savent très bien s'entourer. C'est les 3 critères principaux. Et après, dans le triptyque vision, apprentissage, exécution que tu cherches chez un entrepreneur, tu cherches des gens qui sont extrêmement optimistes mais clairvoyants, qui savent apprendre des meilleurs mais prendre leurs propres décisions aussi, tu vois, faire preuve d'un peu de singularité. Et dans l'exécution, qui ont une bonne balance entre faire les choses vite et faire les choses bien. Quand tu fais les choses vite, tu peux pas faire tout bien. Quand tu fais les choses trop bien, tu peux pas aller vite, quoi. Et parmi ces facteurs, il y a des choses auxquelles tu t'autorises de déroger ou est-ce que vraiment c'est à chaque fois tu te dis non, s'il n'y a pas cette case-là, c'est mort? L'investissement, enfin, tu vois, c'est comme le casino et c'est comme le trading, quoi. En fait, à un moment donné, tes émotions rentrent en jeu, ça va te faire des conneries et ça va te faire faire des bonnes choses, quoi. Mais tu fais des conneries. C'est évident. C'est pas juste un framework que tu appliques et tout se passe bien, quoi. Et d'ailleurs, probablement que si on appliquait juste un framework, tu peux pas appliquer un framework sur les startups pour la raison simple qu'il y a toutes les raisons systématiquement de ne pas faire le deal. Donc t'es baisé. Ouais. Qu'est-ce qui te fait tomber amoureux d'un entrepreneur? Quand l'évidence rencontre le génie. Un entrepreneur qui va te dire un truc qu'il n'avait jamais pensé avant et tu te dis putain, c'est évident, quoi.
et en même temps, c'est brillant. Ouais, c'est ça. Quand le génie rencontre l'évidence, c'est irrésistible. Et ça, tu l'as beaucoup ou c'est vraiment... 2 fois par an. 3 fois par an, peut-être. Et ça donne à chaque fois des choses parfaites ou... Non, ça donne pas toujours des choses parfaites, mais c'est quand même un bon marqueur. Ouais. T'as des exemples en tête ou... J'en ai plein, mais après, tu vois, je me rappelle des premiers jours quand on a rencontré des mecs de chez PFIT. Hmm. J'ai eu exactement cette impression-là. Euh, les mecs de Sora, on avait un peu cette impression-là aussi. Mais Sorare, c'est Les marrant. mecs de DICE, pareil. DICE, c'est le ticketing. Ouais. Mais Sorare, c'est marrant parce que enfin, les gens étaient quand même un peu... Ils savaient pas... Il y avait beaucoup d'investisseurs qui savaient pas s'ils y allaient ou pas, quoi. Parce qu'il fallait signer les contrats de licence. Et que franchement, c'était pas gagné quand tu avais la Ligue 2 de football belge, quoi. Ouais. Tu vois. Convaincre ces mecs-là que tu vas signer la Ligue 1 et la NBA, bonne chance. Ouais. Ouais. Non, c'était un peu tôt. Mais le fait que les Panini se digitalisent, c'est la base, quoi. Pour les entrepreneurs qui nous regardent et qui vont à un moment lever des fonds, toi, c'est quoi les red flags, les trucs où vraiment c'est mort, quoi? Les gens verbeux, ça me fatigue. Genre, il faut être to the point, quoi. Donc, pas être verbeux, premier truc. Deuxième truc, l'imprécision. Interdit aussi, il faut être précis. Et si je devais donner un troisième truc, l'énergie, une bonne énergie, tu vois, énergie positive, énergie communicative. Des gens, quand tu les vois, genre, tu ressors de là, tu es énergisé, quoi. Donc, énergie, précision et concision. Aussi, tu dis que tu arrives enfin même très rapidement à savoir si une team de co-founders, elle va fonctionner ou pas. Mhm. C'est quoi les signaux principaux que tu remarques chez C'est ces hyper gens? simple. Tu vois les entrepreneurs dans la salle, quand l'un parle, tu regardes pas celui qui parle, tu regardes les autres et comment est-ce qu'ils réagissent à la manière dont l'entrepreneur parle. Tu vois tout de suite quand il y a de la friction, quand il y a du respect. C'est immédiat. Et ouais, ça c'est le premier facteur en fait. Et après des caractères où tu te dis non là il y a en fait il y a une opposition trop forte sur un truc quoi. Tu vois que ça collera pas. T'as beaucoup de solo founders? J'en ai beaucoup de solo founders. Mais c'est pas grave qu'ils soient solo founders s'ils savent bien s'entourer. C'est ok d'être solo founder. Hein. D'ailleurs, il y en a plein. Ouais. Faut juste savoir bien s'entourer. C'est vraiment ça l'enjeu d'un entrepreneur. Hein. Quelqu'un qui a un profil commerce, tu vois, Ouais. et qui veut lancer un produit tech, tu... Comment tu lui recommandes quoi? Est-ce que tu lui recommandes de... Enfin, comment il doit faire? Il a deux options. Soit il apprend à coder, il se démerde. Soit vu qu'il a un background commerce et qu'il sait vendre, il va falloir qu'il convainc un développeur de s'associer avec lui. Quoi. Ok. Comment Ouais. comment tu trouves quand t'as pas trop de contacts, quand t'as pas... Tu fais tous les startup week-ends de France. Déjà, c'est un bon début. C'est quoi les startup week-ends? En fait, c'est des épreuves pendant lesquelles tu as des équipes qui se retrouvent pendant le week-end pour développer des prototypes. Et à la fin, on va élire en fait les meilleurs projets du week-end. Ok. Et donc là, il y a énormément de profils. Énormément de monde. Ok. Comment on sait quand on a une bonne team? Quand c'est la merde et qu'on arrive à résoudre les problèmes. Tu ne sais pas quand tu as une bonne team tant que tu n'es pas dans la merde. Ok. À quel moment pour toi ça devient important pour une équipe de founders de commencer à recruter? Enfin, de commencer à trouver autre, tu vois. Quand tu n'as plus tes nuits et tes week-ends. Ok. Et le dernier point, après on passe sur la partie questions-réponses et on sera bon, je pense. Ok. C'est quoi le pitch parfait selon toi? C'est une démo produit qui dure 2 minutes et qui t'en met plein la gueule. Je pense que ça suffit largement. Ouais, donc pas 30 slides, pas... Un bon pitch deck, c'est 15 slides. Ok. Pas plus. Ok. Écoute, j'ai quelques questions-réponses. Donc, questions rapides, réponses rapides sur la fin. C'est quoi la boîte où tu y croyais moyennement au départ et ça a cartonné? Que tu aies investi ou pas, d'ailleurs. Mais... Hugging Face. La boîte où tu y croyais à fond et ça n'a pas marché. Side. L'entrepreneur. Alors, j'ai mis que tu préfères. C'est pas l'entrepreneur que tu préfères, mais l'entrepreneur coup de cœur, quoi. Alors, Antoine Martin. De quelle boîte? De Hameau. La boîte que tu préfères, la boîte coup de cœur. Dice. La boîte que tu aurais aimé monter. Ah, je sais pas.
Joker. C'est Joker. Qu'est-ce que t'aimes chez les gens? Leur authenticité. Qu'est-ce qui t'agace le plus chez les gens? La mauvaise foi. Qu'est-ce qui te fait rire? Les enfants qui disent des énormités que tu n'oserais jamais dire toi-même. À toi ou aux autres? Tout le monde, tout le temps. Qu'est-ce qui te fait pleurer? C'est encore les enfants, c'est la misère du monde. C'est les associations à qui je donne, mécénat, chirurgie cardiaque et UNICEF. Ça me fait chialer, ça. Qu'est-ce qui te rend heureux? La simplicité. Un livre que tout le monde doit lire. Ah, Man's Search for Meaning de Viktor Frankl. Un film que tout le monde doit voir. Bienvenue à Gattaca. Si j'avais pas été Vici, j'aurais été... J'aurais été mal. Tu lui dirais quoi aux gens de 15 ans? Chaque effort que tu fais chaque jour se compose avec le temps. Donc, fais des efforts. Et un message à faire passer aux jeunes qui sont un peu perdus en ce moment. Que c'est pas en cherchant qu'on trouve. C'est en s'entourant. Ok. C'est bon, on est allé au bout de l'interview. Super. Jean, merci beaucoup. Merci Ça m'a à fait toi. Super cool. plaisir d'échanger Super. avec toi. Dis donc, on y est passé du temps. Hein. Ouais. Et puis merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de me dire aussi en commentaire qui vous aimeriez voir dans un prochain épisode. Voilà, merci à tous et à la prochaine.